Hey, hey, hey les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en live pour l'actu football du jour. Euh, Salut à Maouche qui est déjà présent sur le live, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez à l'affût. En tout cas, j'espère que tu vas bien, mon ami. En tout cas, moi je vais super bien. On passe une bonne semaine. J'espère que vous aussi de votre côté. Donc on est très heureux de se retrouver tous ensemble. Aujourd'hui, on va parler évidemment, vous le connaissez, de l'actualité football. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de matchs à décrypter en ce moment. Il y a un peu de Ligue des Champions. Il y a quelques matchs amicaux intéressants, mais sinon, pas grand-chose à se mettre sur la dent. On va pas revenir sur les matchs amicaux. Il y avait hier un derby de la Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter Milan, voilà, qui s'est conclu par une victoire, je crois, 2 buts 1, que je me remette ça sous les yeux rapidement. Hier, voilà, un but partout, pardon, entre les deux équipes, hein, avec en plus une vilaine blessure à la fin. Donc voilà, il y a pas trop de matchs en ce moment, mais il y a quand même toujours un peu d'actualité. Au sujet bah, de notre football bien aimé, évidemment. Donc, on va parler mercato, les équipes hein, qui, petit à petit commencent à trouver, comment dire, à retrouver déjà un groupe au complet, hein, que ce soit les gros clubs avec les retours à la Coupe du Monde, les transferts petit à petit, hein, on va rentrer hein, d'ici, on est le combien? On est le 6, bah, d'ici une petite semaine, normalement, quelques championnats devraient reprendre. On va parler droit télé aussi. Bref, je vais vous faire tout ça dans le résumé. Évidemment, on a sélectionné des sujets où j'ai trouvé des articles, mais si vous souhaitez parler de n'importe quel sujet sur le live, ben, n'hésitez pas, ou même dans la rediffusion, pour ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à venir discuter avec nous de peu importe le sujet, que ce soit football ou autre chose, hein, n'hésitez pas dans le chat. Voilà, donc au sommaire, aujourd'hui, on va parler, donc comme je le disais, Mercato, Bradley Barcola à Liverpool, le suspense risque de durer, mais le PSG ne lâche rien. Donc voilà, est-ce que Bradley Barcola va quitter le Paris Saint-Germain? Potentiellement, s'il le quitte, est-ce que c'est une erreur aussi? On sait que Liverpool est en, on va dire, reconstruction, ouais, c'est le mot, hein, avec un nouveau coach, nouveau projet, des joueurs qui partent, d'autres qui arrivent. Donc voilà, on va en discuter potentiellement. Bradley Barcola devrait être une recrue de Liverpool à la fin de l'été. Mercato aussi du côté du Real Madrid, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, voilà, on a mis un petit maillot du Real, hein, juste là, pardon, euh, avec toute l'actu qui entoure le Real évidemment. Donc là, c'est sur Brahim Diaz qui veut continuer à profiter du Real Madrid, hein, lui qui était plutôt un super sub du côté du Real, mais bon, qui est revenu là de vacances, enfin de vacances, oui, de vacances après sa Coupe du Monde avec le Maroc. Restera pas du côté du Real, hein. On se pose la question, est-ce que Mourinho souhaite l'utiliser aussi, hein? Lui qui risque d'être cantonné à un rôle de super sub, Brahim Diaz. Évidemment, on parlera de Yann Diomandé dans cette vidéo, hein, si on parle du mercato du Real. Alors, j'ai pas d'article sélectionné, peut-être quand on fera le point mercato avec Fabrizio Romano, hein, on parlera de Yann Diomandé. Mais voilà, pour Brahim Diaz, un petit article à son sujet. Newcastle, par contre, Newcastle, on a un beau petit bloc sur Newcastle qui est de plus en plus, alors, de ce que j'ai vu, qui est de plus en plus lâché par leur actionnaire d'Arabie Saoudite. Euh, Ils n'arrivent pas à retenir leur cadre, hein. On a vu Sandro Tonali qui a quitté le club. Là, c'est Bruno Guimaraes qui devrait faire ses valises du côté d'Arsenal. Normalement, ça va être bientôt officialisé. Voilà, cadre impossible à retenir, recrutement réorienté, budget raboté, le déclassement de Newcastle. Alors, on parle des joueurs, mais aussi du coach Eddie Howe qui a quitté le club et qui est remplacé par Mathias Geisel, qui a entraîné, je crois, en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises. Et donc, il est le nouveau coach de Newcastle. Donc, on va en parler, on va voir ses premières déclarations en tant que coach de, des, je cherche le surnom, des Magpies de Newcastle, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, son arrivée. Quel est son parcours un peu à ce coach que j'avoue je ne connais pas du tout. J'aimais bien Gio du côté de Newcastle, je trouvais qu'il faisait plutôt du bon travail, mais au final, il a été remplacé. Donc voilà, le petit blog sur Newcastle, hein. Comment est géré le club, qu'est-ce qui va se passer pour cette saison hein, avec ce nouveau coach, les départs du capitaine quand même, hein, Bruno Guimaraes. On va en parler tous ensemble. Alors là, je suis tombé dessus. Franchement, ce joueur est un point d'interrogation. Alors pour ceux qui ne le voient pas à l'écran, peut-être sur la rediffusion, on va parler de Nicolas Jackson, qui pourrait être exactement ce dont Roberto De Zerbi a besoin à Tottenham. Donc
J'avoue que cet article, il m'a intrigué parce que Nicolas Jackson, moi, je suis pas le plus grand fan du joueur. J'ai du mal à comprendre exactement quel est son style déjà. Mais bon, on sait que Tottenham est dans une folie dépensière cet été, hein, avec des arrivées de part et d'autre. Et pourquoi Nicolas Jackson serait une bonne recrue? Ben, j'aimerais bien savoir euh, du côté de Tottenham. Donc, on va en parler. Accord trouvé entre l'Atlético et la Roma. Donc là, c'est l'actu mercato. Accord trouvé entre la Roma et l'Atlético pour un transfert de Nahuel Molina. 13 millions d'euros, on va en parler, voilà. Ça va être plutôt rapide, hein. Moi, c'est un latéral que j'aime bien. Je sais qu'ils sont pas mal critiqués, les latéraux de l'Atlético. Mais voilà, Molina qui devrait quitter l'Espagne pour l'Italie. Après, bon, il joue à droite, donc c'est pas forcément le poste de Grimaldo. Peut-être que je crois que c'est Poubi qui se décale souvent sur le côté droit du côté de l'Atlético. Donc voilà, départ de l'Argentin du côté de la Roma. Départ aussi du côté de Chelsea avec Axel Disasi qui a enfin trouvé une porte de sortie du côté de Chelsea. Et ça aura un lien avec des articles que j'ai sélectionnés après, qui n'est pas là, mais juste là, voilà. Axel Disasi qui pourrait quitter Chelsea, c'est pas encore fait, hein, pour Crystal Palace, hein, qui n'a jamais réussi vraiment à s'imposer. Je crois qu'il a fait une saison au total avec Chelsea. Et après, ça a été un départ. Ça a été un départ vers plusieurs clubs, Aston Villa, il a fait West Ham. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres, j'ai un doute. À un moment, il était cantonné au rôle de jouer avec les jeunes. Mais voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Chelsea est expert là-dedans. Hier, on en parlait, ou avant-hier, je ne sais plus, concernant les clubs, certains clubs de Ligue 1, par exemple l'OGC Nice, qui avait deux joueurs en la présence de Raré Cillier et Mathias Vitti, qui avaient fait que des prêts pendant 3 à 4 ans. Bah voilà, c'est une enquête de l'équipe concernant ces joueurs qui sont tout le temps envoyés en prêt. La dure vie des joueurs prêtés à l'infini en disant je n'ai jamais pu choisir ma destinée. Donc, ce que je vous disais de Chelsea à la Juventus en passant par Manchester City, ouais, Chelsea est le premier club qui ressort quand on parle, et c'est le premier club qui ressort quand on parle de joueurs tout le temps prêtés qui ne s'imposent jamais dans le club, qui sont des actifs et qui sont trimballés un peu partout. Donc, l'enquête m'intrigue et on va en parler. On va parler de droit télé aussi avec le championnat espagnol de football qui change de diffuseur en France et quitte beIN Sport pour DAZN et Disney. Alors ça m'embête les amis, ça fait encore des abonnements en plus. Évidemment, on n'est pas. Alors moi, pour l'instant, je ne suis pas sous IPTV, mais au bout d'un moment, je vais craquer. Moi, ça me convenait d'avoir sur beIN la Liga, sachant que sur beIN, il y a de moins en moins de choses, hein. Il reste la Bundesliga, il n'y a plus la Serie A. Du coup, il n'y a plus le championnat espagnol. Je ne sais même pas ce qui reste exactement sur beIN au final. Euh, en tant que pour la diffusion télé en tant que football. Il n'y a même plus la MLS. La NBA, petit à petit, va disparaître de beIN. Est-ce que beIN est sur le point de s'écrouler aussi? C'est une vraie question. Parce que là, il n'y a plus de match de Ligue 1, du coup. Ça commence à faire pas mal. Et donc la beIN qui va atterrir sur DAZN et Disney+. Alors autant Disney+, j'ai la chance de l'avoir, donc j'espère que ça ne sera pas un abonnement en plus sur Disney. Mais donc voilà, pour les droits télé. Après, on fera un point avec Fabrizio Romano, du coup, au niveau des transferts, de tout ce qui se passe un peu autour de l'actif football. On sait, notre leaker préféré a toujours les bonnes infos, hein, même s'il peut se tromper comme tout le monde, il est quand même bien informé, le bon vieux Fabrizio. Et après, on va discuter, oui, de fédération de sélection, avec Gianfranco Zola qui fait son retour à la fédération italienne. Je crois que c'est pour s'occuper des jeunes de cette sélection italienne, hein, accompagné évidemment en coordination avec comment il s'appelle, Claudio Ranieri et le nouveau sélectionneur, nouveau ancien Roberto Mancini, donc Gianfranco Zola, de retour à la fédération italienne. Et pour continuer, par contre là c'est un peu moins drôle je pense, c'est la fédération sud-coréenne qui a subi une perquisition, enfin subi, c'est peut-être pas le bon mot mais vous me comprenez. Perquisition à la fédération sud-coréenne dans une enquête sur la nomination du dernier sélectionneur. Alors on va voir exactement ce qui s'est passé, j'ai vu que ça a fait un peu le tour sur tous les médias football, donc on va en discuter les amis. Fekir vient de signer en Arabie Saoudite, ouais j'ai vu ça aussi, bon après c'est vrai que je l'ai vu passer, je ne l'ai pas sélectionné dans mes infos parce que Nabil Fekir qui signe. En plus, je crois que c'est un promu de D2 en D1, bref. Ça m'intéresse. Enfin,
les gros transferts, en fait, ça m'intéresse, les gros transferts de joueurs qui jouent en Europe vers l'Arabie Saoudite pour voir qui quitte les grands championnats. Bah, après, les championnats parce que je crois qu'il était au Qatar ou il était déjà en Arabie Saoudite, Nabil Fekir. Il a juste changé de club, je crois qu'il rejoint. Non, c'est pas lui qui rejoint, mais par exemple, il y a un club qatari ou d'Arabie Saoudite qui joue en Ligue 2, si je dis pas de bêtises, où là, Chancel MMA vient de signer. Il y a il y a déjà Gaëtan Laborde et je sais plus quel joueur qui joue là-bas. Bon, honnêtement, ça m'intéresse très peu. Mais oui, effectivement, Nabil Fekir vient de signer dans un nouveau club en Arabie Saoudite, hein. On ne verra pas un seul match, de toute façon, de son équipe. Voilà, les amis. Donc, si vous souhaitez discuter d'autres joueurs, après, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça dommage, hein, vraiment, qu'un talent comme Fekir soit en Arabie Saoudite, hein, même si à son âge, je sais pas quel âge il a exactement, Nabil Fekir, mais il est pas très vieux. J'aimerais bien le voir revenir en Ligue 1 ou potentiellement. Non, en Ligue 1, parce qu'en Europe, je pense que ça y est, il a fait le tour. Il a quel âge? Il a 33 ans, Nabil Fekir. On l'a perdu de vue déjà depuis 2 3 ans. Au Betis, ça commence à être intéressant. Et là, bon, je sais même plus où il était, où il va. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de. Voilà, il était à Al Jazeera, aux Émirats Arabes Unis en plus, depuis 2 ans. Et là, il va au Abba Club du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, ouais, c'est ça, 33 ans, il a. 18 juillet, il les a fait il y a pas longtemps. Ouais. Donc moi, ouais, bah, voilà, j'aimerais bien que des joueurs comme ça reviennent en Ligue 1 plutôt. Après, on peut pas leur en vouloir, il y a de l'argent, hein, il y a de l'argent là-bas, donc tant mieux pour lui, hein, qui se régale. En plus, le cadre de vie doit être plutôt pas mal. On va pas se mentir non plus. Mais au niveau purement football, bah, voilà, il est finito. Bah, en tout cas, c'est pas comme ça que tu te mets au très haut niveau, mais bon. Peu importe. Peu importe. Tant mieux pour lui. Il se régale en Arabie Saoudite. Il prend son argent et voilà. Et nous, on va découvrir d'autres joueurs. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je le répète, hein, bah, tu nous parles de Nabil Fekir, mais s'il y a d'autres sujets dont vous souhaitez parler dans le chat, hein, même pour ceux qui sont présents et qui discutent pas avec nous, n'hésitez pas. On répond à tout le monde, hein, on mord personne. Donc venez sur le chat discuter avec nous. Je le rappelle, le point promo aussi, hein, le live est diffusé sur Twitch. Potentiellement, il y aura un autre live cet après-midi. Alors, je sais pas, sur Twitch, sur TikTok exactement. Je vais peut-être essayer de faire un petit live TikTok. Mais ça sera très très court. Ça sera peut-être sur, allez, une demi-heure, 1 heure grand max. Normalement, c'est sur une vidéo sur Zinedine Zidane. On vous l'a dit, pour ceux qui n'étaient pas là hier. On continue nos lives tous les matins du lundi au vendredi et après on essaiera de sortir une vidéo sur un sujet vraiment précis qu'on aura un peu plus travaillé que les lives normalement le week-end, alors ou le vendredi soir ou le samedi, je sais pas exactement, ou même le dimanche soir. Faut encore que ça je me décide, mais normalement on va tourner ça cet après-midi. Donc là ça sera sur Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, le style de jeu Zidane, qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qui va changer, comment ça s'est fait aussi. Donc voilà. Et on diffusera ça sur YouTube. Donc, on est en live sur Twitch, évidemment, à TrickFR1 pour ceux qui sont présents actuellement. Là, les rediffusions sont disponibles sur la chaîne YouTube à TrickFR, mais aussi sur les plateformes de podcast. Alors, c'est encore ça aussi en train d'être mis en place, mais les rediffusions sur les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Normalement, pour ceux qui suivent sur Apple Podcast, maintenant on peut mettre les vidéos, tout ça. Donc je vais essayer de faire ça sur la plateforme d'Apple. C'est encore à mettre en place. Je crois qu'il y a deux, trois soucis encore parce que ça vient d'être mis récemment, donc c'est pas au point. Bref, en tout cas, vous allez rediffusion à TrickFR, vous tapez sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez nous retrouver. On sort aussi encore, on s'est remis à faire des petits clips de nos vidéos quand même pour alimenter les réseaux sociaux. Donc c'est sorti sur TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et X. Un petit clip sur Randall Colomwani, mais il y en a d'autres qui sont sortis concernant le Real avec José Mourinho, concernant Eduardo Camavinga. Donc n'hésitez pas à aller voir, à liker, partager tout ça, hein, ça nous ferait plaisir, ça nous aide à faire avancer le média. Et après, évidemment, les conférences de presse de l'OGC Nice sont toujours présentes sur les réseaux sociaux. Demain, on va voir. Demain, on va voir la présentation de Gauthier Hein du côté de l'OGC Nice. Donc voilà, la vidéo sera diffusée ce week-end ou potentiellement la semaine prochaine.
Est-ce que j'oublie d'autres choses sur les points promo? J'ai l'impression que non. Les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, les plateformes de streaming, non. Normalement, tout est bon, donc on va pouvoir se lancer. Alors, il se passe quoi avec Vinicius? Il a tout enlevé sur Instagram. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Vinicius? J'avoue que j'ai pas du tout vu. Peut-être qu'il est sur un nouveau départ. Euh, Mais non, j'ai pas vu du tout ce qui se passe avec Vinicius. En tout cas, au niveau football, il est revenu à l'entraînement du côté du Real Madrid après sa Coupe du Monde. Et ah, c'est vrai qu'il a tout enlevé. Ok. Putain, faut que je... Ok, je peux même pas voir sa story. Comment je peux faire ça? Est-ce que vous voyez là? Ok. Non, j'en ai foutrement aucune idée de ce qui se passe avec Vinicius Junior. En tout cas, sportivement, c'est ce que je disais. Il est revenu à l'entraînement, il y a pas de souci avec ça. Du côté du Real. Après, voilà, il y a sa re-signature aussi. Euh, ouais, il y a sa re-signature au Real qui se fait attendre. Potentiellement, on parle d'un départ en fait qui ne souhaiterait pas re-signer avec le Real, avec l'avènement de Kylian Mbappé, tout ça. Donc, il pourrait quitter le Real bah, alors, libre à la fin de la saison, ou d'ici 2 ans, je crois. Non, je crois que c'est à la fin de la saison. Vinicius Junior et partir ou dans un autre club européen, dans un autre club, où on parlait d'une offre mirobolante en Arabie Saoudite. Donc voilà pour Vini, concernant son actu. Voilà, il y a encore des discussions, on parle beaucoup en fait de sa re-signature ou non du côté du Real, ça a toujours pas été annoncé. Bah, après, concernant son compte Instagram, j'avoue que j'en ai aucune foutue idée. Voilà. On va pouvoir démarrer ce live avec nos actus qu'on a sélectionnés. Déjà, Bradley Barcola à Liverpool. Le mercato du PSG continue après de nombreux départs avec Kanguinli, Gonzalo Ramos. Et là, ça devrait être potentiellement Bradley Barcola qui pourrait quitter Liverpool. Je crois en tout cas, il a annoncé qu'il ne re-signerait pas avec le Paris Saint-Germain. Il a encore 2 ans de contrat, Bradley Barcola. Donc, il pourrait quitter les champions d'Europe et champions de France, évidemment et partir du côté de la première ligue. Mais il y a encore pas mal de choses qui bloquent, hein. Je crois qu'on parle d'un sacré montant quand même pour Bradley Barcola. Il faut au Paris Saint-Germain trouver son remplaçant. Alors on parle alors je crois qu'il est belge, de Mika Godz qui joue du côté de l'Ajax. Donc voilà, une fois que potentiellement un deal serait bouclé avec Mika Godz, Bradley Barcola pourrait partir du côté de Liverpool. Ou inversement, une fois que Bradley Barcola est parti, et ben il pourrait signer un nouvel ailier, même si voilà, les problèmes d'argent du côté du Paris Saint-Germain, euh, ça arrive pas souvent. Sa story, c'est une vidéo de Valverde en vacances à Dubaï. D'accord, ok. Bon, voilà, c'est pas très intéressant en tout cas. Donc on s'en tamponne un peu pour la story de Vinicius. Sur Bradley Barcola, on va aller sur ce petit article pour voir hein, qu'est-ce qui bloque exactement. Le suspense risque de durer, mais le PSG ne lâche rien. L'intransigeance du PSG et la volonté de Liverpool à ne pas se précipiter devraient faire durer le suspense sur la présence de Bradley Barcola à Paris jusqu'à la fin du mercato. Alors aussi, pour préciser quelles seraient les raisons du départ de Bradley Barcola aussi, c'est que la concurrence du côté du PSG potentiellement, là ça fait 3 ans maintenant qu'il est au Paris Saint-Germain. Ouais, 3 ans. Euh, voilà, il n'a jamais réussi vraiment à s'imposer en tant que réel titulaire à son poste. On rappelle, hein, il est plutôt ailier gauche, surtout avec l'avènement d'un Désiré Doué, l'arrivée de Vicha Kvaratskhelia qui est exceptionnel, hein, qui a fait une saison incroyable la saison dernière. Lui s'est blessé au mauvais moment et il sent que potentiellement, avec aussi en équipe de France, hein, je pense, il y a un coup à jouer. S'il s'impose du côté de Liverpool ou d'un autre grand club, bah, déjà ça pourrait lui ouvrir plus de portes avec les Bleus, de confirmer son rôle de titulaire chez les Bleus, hein. Donc voilà, après à Liverpool, pareil, il y a autant de concurrence qu'au Paris Saint-Germain. Après, dans son rôle, dans son style, du côté de Liverpool, eh ben, au final, ils sont pas tant que ça. Parce que Hugo Ekitike, c'est vraiment un joueur.
plutôt un attaquant. Florian Wirtz, c'est plutôt un meneur de jeu. Alexander Isak, c'est quand même un numéro 9. Cody Gakpo aussi, il n'a pas ce profil d'ailier percutant qu'à Liverpool. Il y a le jeune Nguoma qui pourrait avoir ce rôle, mais peut-être il est encore un peu jeune, hein, ou utilisé de l'autre côté. Donc voilà, Bradley Barcola, ça peut être une très bonne opportunité du côté de Liverpool. Mais on va voir ce qui bloque exactement. À mon avis, ça doit être le prix pour son départ du côté des Reds. Alors, c'est un article de Loïc Tanzi, évidemment, pour l'équipe. Le Paris Saint-Germain a décidé de ne faire aucun cadeau à Liverpool dans les négociations que mènent actuellement les deux clubs autour d'un potentiel transfert de Bradley Barcola. 23 ans, sous contrat jusqu'en 2028, et pour le moment, les Anglais ne comptent pas s'aligner sur les exigences parisiennes, supérieures à 150 millions d'euros, bonus compris. Ouais, 150 millions d'euros, je peux comprendre, même quand tu es un club anglais, que tu sois un peu réticent. Sachant que Liverpool, hormis l'année dernière où ils ont vraiment mis des milliers des cents, ils sont pas forcément là à surpayer les joueurs. Bon, l'année dernière, ils ont totalement craqué avec Isaac et Florian Wirtz. Et voilà, 150 millions pour Bradley Barcola, je peux comprendre que ça refroidisse un peu les ardeurs de Liverpool. Oh, j'ai oublié aussi de citer à Liverpool, hein, alors, côté droit, côté gauche, hein, Bradley Barcola, il peut un peu jouer. Des deux, il est plus intéressant toujours côté gauche. Mais le départ de Mohamed Salah, du côté de Liverpool aussi, qui ouvre des portes pour des ailiers, pour un nouveau système de jeu aussi du côté de Liverpool. Donc 150 millions, bonus compris, tel est le jeu des négociations en période de mercato. Dans des discussions indirectes avec les Reds, Paris a pris l'exemple des récents transferts les plus importants en Première Ligue pour fixer la base du prix de vente de son ailier. Après l'avoir pourtant déclaré intransférable il y a encore quelques semaines, les mouvements cités, notamment ceux de Morgan Rogers d'Aston Villa à Chelsea pour près de 137 millions d'euros, d'Eliott Anderson de Nottingham Forest à Manchester City pour 135 millions d'euros, et d'Alexander Isaac de Newcastle à Liverpool pour 145 millions d'euros. Donc on le voit, surtout pour Morgan Rogers, hein, du côté de Chelsea, c'est un peu plus le profil de Barcola, donc 135 millions pour Morgan Rogers. Au final, le Paris Saint-Germain peut demander autant pour Barcola. Sauf que la direction parisienne a omis un détail important. Tous ces transferts ont eu lieu entre des clubs de première ligue où les prix flambent. Il y a ça aussi, effectivement, à prendre en compte. La comparaison avec ce marché n'a donc pas vraiment lieu d'être, et Liverpool le sait. Lors des dernières discussions, les Anglais ont fixé le plafond à 120 millions d'euros, très loin des attentes parisiennes. Une offre orale destinée à tâter le terrain a été formulée autour de 100 millions d'euros, puis refusée par Paris. Donc Paris 100 millions d'euros pour Barcola, c'est non, hein. Je pense qu'ils sont au moins, voilà, 120, 130, hein, pour Bradley. Nasser El Khalifi bientôt impliqué dans les discussions. La situation n'est pas bloquée pour autant, les différentes parties impliquées se montrent même confiantes quant à la possibilité de finaliser un transfert. Moussa Sissoko, le représentant de l'ancien Lyonnais, poursuit son travail pour tenter de trouver des solutions dans ce domaine. Le Français a prouvé qu'il parvenait à rapprocher des positions qui semblaient difficiles à concilier, faisant souvent preuve de patience et attendant les derniers jours du mercato pour se montrer plus actif. C'est ainsi que Randal Colomwani avait pu signer au Paris Saint-Germain lors du dernier jour du mercato estival 2023. On le rappelle, Moussa Sissoko, l'agent de Bradley Barcola, c'est aussi celui qui s'occupe de comment il s'appelle, Ousmane Dembélé. Voilà, hein, c'est vraiment l'homme de confiance d'Ousmane Dembélé. Je crois qu'il a plusieurs joueurs. Donc on parlait de Randal Kolo Muani. Lui, c'est fait, ça y est, trouvé sa porte de sortie. Mais il a Bradley Barcola et j'oublie peut-être, je crois, j'ai un doute s'il n'a pas Désiré Doué, mais il faudrait vérifier. J'ai pas envie de dire de bêtises, je vais pas l'affirmer. Mais voilà, il est plutôt influent. Nasser Al Khelaifi, le président parisien, doit également intervenir prochainement et échanger avec la haute direction de Liverpool et ses propriétaires qu'il connaît bien. Il ne faut pas oublier que Liverpool et le Paris Saint-Germain partagent le même actionnaire minoritaire, Arctos, de quoi faciliter le dialogue entre les décideurs les plus influents des deux clubs. Retour à l'entraînement en début de semaine prochaine. Dans un dossier comme celui de Barcola, L'urgence de la fin du mercato pourrait permettre d'accélérer les négociations, surtout si Liverpool ne trouve pas d'autres options et que l'ailier s'impatiente. Autour du joueur, on continue d'assurer ces dernières heures qu'il n'irait jamais au clash avec Paris pour rejoindre Liverpool. Le joueur de 23 ans a tout de même trouvé un accord contractuel avec le club anglais et aimerait évoluer en Première Ligue la saison prochaine.
En attendant, l'ancien Lyonnais est attendu en début de semaine prochaine dans la capitale pour son retour à l'entraînement avec les autres internationaux français. À ce moment-là, il faudra être attentif aux décisions de Luis Enrique. Alors, pardon. Lors des premiers rendez-vous de la saison, lorsque son joueur sera apte à jouer, l'Espagnol a toujours affirmé qu'il fallait regarder ses choix pour comprendre son projet. S'il venait à se passer de Bradley Barcola, le message envoyé serait très clair et les négociations pourraient alors avancer dans le sens d'un départ. Donc voilà, il y a encore quelques interrogations. Donc le prix, qu'est-ce que Luis Enrique veut faire avec Bradley Barcola? Est-ce qu'il veut l'impliquer plus dans le projet parisien, même si ça paraît très compliqué? Et la discussion, c'est est-ce que alors ça m'étonnerait, ça a pas l'air d'être le genre de Bradley Barcola. Est-ce qu'il pourrait se mettre en porte-à-faux avec le Paris Saint-Germain, histoire de forcer son départ? Voilà. La question potentiellement d'un loft aussi, hein, c'est monnaie courante, du côté, de plein de clubs évidemment, hein. J'allais dire du Paris Saint-Germain, mais pas du tout, c'est plein de clubs font ça. Donc voilà, pas mal d'interrogations, concernant la reprise côté Bradley Barcola, joueur parisien ou non la saison prochaine. Enfin cette saison du coup qui arrive, hein. Parce que ça y est, on rentre, hein, dans cette, nouvelle saison. Voilà pour Bradley Barcola. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, est-ce que vous pensez, que ça serait plutôt un bon transfert du côté de Liverpool, un bon transfert pour lui de rejoindre Liverpool? Même si ça voilà, hein, la concurrence est aussi dure au Paris Saint-Germain qu'à Liverpool, donc voilà, c'est un choix qui peut être fait. Peut-être qu'il a des envies aussi de découvrir la Première Ligue. Je pense qu'au niveau salaire, il devrait être à peu près pareil, potentiellement toucher plus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez concernant ce transfert. On va aller sur Brahim Diaz. On disait, le joueur marocain qui est le super sub un peu de cette équipe du Real. Hem, voilà, potentiellement sur le départ, désiré, pas désiré. Voilà, peut-être qu'il voudrait, peut-être un peu plus du temps de jeu avec les Merengues. Qu'est-ce qu'on pouvait penser aussi? Oui, potentiellement juste, le Real souhaitait le vendre pour acquérir d'autres joueurs, faire de la place à d'autres joueurs. Donc on ne sait pas trop exactement comment va être utilisé Brahim Diaz du côté du Real. En tout cas, il a déclaré: «Je veux continuer à profiter de ce que j'aime dans le meilleur club du monde». Donc son souhait, ça serait plutôt de rester du côté du Real. C'est un article de César Suarez pour Flashcore. S'il y a des doutes, Brahim Diaz qui a fêté ses 27 ans le 3 août. Alors voilà, pareil aussi, 27 ans, tu rentres dans ton prime en tout cas. Donc peut-être que tu veux un vrai temps de jeu dans un très bon club d'Europe et pas forcément faire, même si tu joues au Real, faire banquette un peu toute la saison, c'est parfois ennuyant quoi. Alors, il a fêté ses 27 ans le 3 août, les doutes se dissipent sans équivoque. Il veut rester au Real Madrid et ne voit aucune raison de partir, même s'il doit repartir de zéro avec José Mourinho. Après, repartir de zéro avec José Mourinho, ça veut potentiellement dire aussi que tu peux aller, tu peux convaincre José Mourinho de t'utiliser, hein. Alors peut-être pas forcément en tant qu'ailier, mais quoique, même en tant qu'ailier ou au milieu de terrain, ça peut être intéressant à voir ce que Mourinho aussi veut faire avec lui. Et voilà, le fait de repartir à zéro, c'est quitte ou double, ou bah, tu peux être mis sur le côté ou tu peux être utilisé, avoir un nouveau rôle dans cette équipe. D'abord la Coupe du Monde avec la sélection du Maroc qu'il a choisi parce que Luis de la Fuente ne lui voyait pas de place en Espagne. Ensuite les vacances et pour finir un mariage grec grandiose. Voilà comment Brahim Diaz a passé les 2 derniers mois. Désormais il veut continuer à se battre au Real Madrid où il souhaite rester coûte que coûte, peu importe les nombreuses rumeurs et les chants de sirènes qui pourraient l'entourer. J'avais très envie de revenir, d'être ici et de retrouver mes coéquipiers. Je suis très motivé pour cette saison et très heureux d'être de retour, a-t-il déclaré à la télévision du club merengue où il a évoqué Mourinho et ses exigences. On sait tout ce qui est Mourinho, tout ce qu'il a gagné et on veut continuer à gagner avec lui. Il nous demande d'être intense, il dit qu'on a beaucoup de qualités individuelles, qu'on peut faire la différence, mais qu'au final le travail est fondamental. Il veut qu'on se sacrifie les uns pour les autres et qu'on soit une équipe. Des objectifs bien définis. Alors qu'il cherche à retrouver sa meilleure forme physique après être arrivé tardivement en pré-saison, le natif de Malaga pense déjà aux prochains objectifs collectifs. D'autant plus après une saison sans trophée, ici c'est le Real Madrid et il faut gagner tous les matchs, il faut remporter des trophées. Concernant ses objectifs individuels, Brahim veut être à 100% et aider l'équipe, il est évident que je vais tout donner, je vois tout le madridisme satisfait aussi de mon football. Je vais montrer ma meilleure version à chaque match.
La motivation ne lui manque certainement pas pour enfin s'imposer au Real Madrid dans une période personnelle excellente. Je suis très heureux. J'ai très envie de continuer à profiter sur le terrain. Le football est ma passion. Sur le plan personnel, tout se passe très bien à la maison. Avec ma famille et ma femme, tout va parfaitement. Maintenant, je veux continuer à profiter de ce que j'aime, c'est-à-dire le football dans le meilleur club du monde, le Real Madrid. Il faut aller de l'avant, profiter et tirer le positif des choses. Alors, les stats un peu depuis qu'il est de retour au Real Madrid pour Brahim Diaz. Alors, autant au niveau de la note Flashcore, c'est plutôt pas mal. On voit depuis 2023-2024, 7,5, 2024-2025, 7. Et là, 6,8. Alors après, c'est un peu tout le Real qui était moyennasse la saison dernière. Mais on voit, il joue à peu près une trentaine de matchs par saison. Alors, la première, 2023-2024, il était à 8 buts, 6 passes D. 2024-2027, 2025, 4 buts, 2 passes D. Et cette saison, c'est 1 but et 6 passes décisives. Donc voilà, il faudrait qu'il score tout de même un peu plus. Hein, voilà, qu'il soit à peu près pour un club comme le Real, si tu es super sub avec tout ce qu'ils ont à jouer, tu peux être en 10-10. Ça serait une excellente saison. Bah après, on le voit, il n'a jamais passé les 10 buts. Que ce soit avec l'AC Milan, même si là, j'avais trouvé qu'il avait fait des très bonnes saisons du côté du Milan AC. Il n'a jamais passé ni les 10 passes décisives, ni les 10 buts. Donc, euh, donc à voir quel rôle il peut avoir pour Buendias. Ah, c'est tout ce qu'il y a dans l'article. Bon, voilà. Euh, Écoutez, on verra. Pour l'instant, sur les matchs amicaux du Real, j'ai pas vu. Je sais même pas s'ils en ont fait en fait. Je dis les matchs amicaux du Real, mais je sais même pas s'ils en ont fait. Euh, Pendant cette pré-saison, calendrier, non. Alors, ils ont joué contre la Fiorentina, le 7, c'était quoi? Et contre Leganés. Alors, est-ce que il a joué? Bah non, il est revenu il y a pas longtemps de la Coupe du Monde. Ouais, ok, contre Leganés, il était pas là. Et là, il me semble que le 1er août, il était toujours pas là non plus, hein, vu que Vinicius venait. Il est revenu en même temps que Vinicius, donc c'était genre. Ouais, on l'a montré quand? Mais on l'a montré cette semaine en fait, donc ouais, pas possible. Il est revenu lundi, donc il a pas joué. Donc à voir s'il sera utilisé sur les prochains matchs amicaux du Real. Donc ça sera quand les prochains matchs amicaux? Le 8, donc samedi, ils jouent contre Ferencváros. Après, ils vont jouer contre la Corogne et Schalke 04 avant de reprendre le championnat, avant de reprendre la Liga. Donc voilà, potentiellement, hein. Ou sinon, il sera parti, il aura déjà une autre opportunité dans un autre club. Voilà pour Brain Jazz et le Real. Sachant qu'il y a encore, à mon avis, ils sont encore en train de faire une ou deux emplettes, hein. Évidemment, l'arrivée de Yann Diomandé du côté du Real va bientôt se confirmer, je pense, hein. Fabrizio Romano en a parlé. Romain Molina aussi, il a fait une longue vidéo, je vous invite à aller la voir. euh, Concernant un peu tout ce qui se passe, hein, tout le folklore autour du joueur, qui est un très bon joueur, on le rappelle, qui a fait plutôt une bonne Coupe du Monde du côté du Real. Alors, est-ce que c'est comment ça se dit, un bust, euh, vu que c'est un ailier qui performait en Bundesliga. Avec la Côte d'Ivoire, il a quand même fait plutôt du bon boulot, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde. Donc voilà. C'est un joueur en plus, hein, en concurrence avec les autres. Euh, voilà, j'avoue que ce Real Madrid, avec le retour de José Mourinho, bah, il m'intrigue de plus en plus. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Euh, on va passer à Newcastle avec leur mercato et tout ce qui se passe un peu autour de Newcastle. Alors là, c'est plutôt la dégringolade. Enfin, dégringolade. C'est bizarre un peu ce qui se passe autour de Newcastle. Donc je disais, pas mal de départs de cadres, hein, on le voit dans le titre, cadre impossible à retenir, recrutement réorienté, budget raboté, le déclassement de Newcastle. Donc, Sandro Tonali qui s'en va, Bruno Guimaraes qui devrait quitter le club pour Arsenal, le changement de coach avec Eddie Howe qui faisait plutôt du bon travail, qui avait ramené un titre depuis très très longtemps à Newcastle. Euh, Qu'est-ce que l'on a aussi? Hum, Qu'est-ce que l'on a aussi? Donc, oui, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, le départ d'Edio. Et après, il n'y a pas forcément de recrue. Le départ l'année dernière de Alexander Isaac.
Et au final, ils vont plutôt faire ils mettent des grosses sommes par contre par exemple, le milieu de terrain de Monaco de l'année dernière à la Djibamba. Donc voilà, c'est assez étrange. Donc on va faire un beau petit bloc sur Newcastle. Donc déjà, sur ce qui se passe en ce moment au club, sur l'arrivée de Mathias Gessel, ses premiers mois en tant que coach, et après, bah, comment il en est arrivé là. Alors, Newcastle qui peine à résister aux avances d'Arsenal pour son capitaine Bruno Guimaraes s'est engagé dans une nouvelle approche stratégique, plus économe et moins ambitieuse. Sachant que les propriétaires de Newcastle, ça reste des Saoudiens. Donc voilà, on avait en plus Première Ligue, on a l'habitude des folies dépensières du côté de Newcastle depuis quelques années. Et là, plus économe, ça paraît assez étrange. Alors est-ce qu'il y a vraiment une refonte sportive un peu à l'image du Paris Saint-Germain qui sait maintenant quand il faut mettre l'argent et quand il ne faut pas le mettre. Est-ce que ça ressemble à ça? J'ai pas l'impression non plus. Alors c'est un article de Pierre-Etienne Minonzio pour l'équipe. C'est un feuilleton faussé dont les supporters de Newcastle soupçonnent déjà l'issue parce qu'ils avaient déjà assisté l'an dernier à la même époque à un simulacre similaire. En août 2025, le NUFC, donc Newcastle United Football Club, clamait sa volonté de conserver à tout prix Alexander Isaac avant de finalement accepter de le laisser filer à Liverpool contre une indemnité de 150 millions d'euros. Alors c'était plutôt bien vendu 150 millions d'euros pour Alexander Isaac, sachant qu'il faisait un peu la grève, hein, qui n'allait pas à l'entraînement, il me semble. Il s'était vraiment mis en conflit avec le club. Et voilà que depuis plusieurs jours, un scénario identique se répète, même si Ross Wilson, le directeur sportif, et David Hopkinson, le PDG, affirment à tous leurs interlocuteurs qu'ils n'entendent pas se séparer de Bruno Guimaraes. Il ne fait guère de doute que le capitaine des Magpies sous contrat jusqu'en 2028 va être recruté sous peu par Arsenal, comme nous l'annoncions dès fin juillet. Le transfert du Brésilien de 28 ans serait bien plus difficilement accepté par les fans de Newcastle que celui d'Isaac en raison de l'adoration dont il bénéficie à St. James Park, mais aussi parce que ce départ interviendrait après ceux de deux cadres de l'équipe. Ah, Anthony Gordon, je me disais que j'oubliais un joueur, Anthony Gordon qui est parti du côté du Barça. Donc Anthony Gordon et Sandro Tonali ont récemment rejoint le Barça et Tottenham contre respectivement 81 millions d'euros donc pour Gordon et 117 millions d'euros pour Sandro Tonali. C'est énorme, c'est vraiment énorme, hein. 117 millions d'euros pour Sandro Tonali. Enfin, le marché est quand même légèrement déréglé avec Tottenham, hein. Et la démission de l'entraîneur Eddie Howe officialisée vendredi dernier. Un recrutement orienté vers les promesses. Autant d'événements qui suggèrent un déclassement du club alors qu'en octobre 2021, lors de son rachat par le fonds souverain d'Arabie Saoudite, le, le club de Newcastle, par la voix de sa directrice Amanda Staveley, espérait remporter la Première Ligue dans les 5 à 10 ans sur la base d'un recrutement haut de gamme. Guimarães, Tonali, Isaac. Les Magpies, qui ont terminé 12e du championnat la saison dernière, donnent désormais l'impression de vouloir frayer avec d'ambitieuses écuries du milieu de tableau comme Brighton, Brentford ou Bournemouth en s'appuyant principalement sur des joueurs prometteurs. On rappelle aussi, hein, pour remplacer Alexander Isaac, Newcastle, ils ont investi sur Nick Woltemat qui n'a pas forcément donné satisfaction. Alors, et j'ai dit Eddie Howe, il a fait du bon travail. C'est vrai que la saison dernière, ça a été très très compliqué. Ils ont fini 12e. Ils sont sortis dès les phases de ligue, il me semble, de la Ligue des Champions. Donc au final, la saison dernière, c'était pas très bon, mais précédemment, je reste quand même sur ce que j'ai dit. J'ai trouvé qu'il a plutôt fait du bon travail au global. Ce qui illustre les venues cet été de l'attaquant Bazoumana Touré, du gardien Ewen Jawen et des milieux Aladji Bamba et Schoensteuer, tous âgés de moins de 21 ans, ainsi que la nomination sur le banc de l'Allemand Matthias Gessel, qui dirigeait lors de son passage à Salzbourg 2021-2023 l'une des équipes les plus jeunes d'Europe. Donc le successeur d'Edio est connu, Matthias Gessel, nommé entraîneur. Est connu... Donc voilà, il est arrivé au club. L'ancien défenseur âgé de 38 ans était le coach d'Al-Ahly. Il a seulement 38 ans. Les Magpies qui commenceront la saison de Première Ligue le 23 août à domicile contre Liverpool. Donc premier gros test, hein. Alors il n'y a que de l'enthousiasme. Rejoindre ce club extraordinaire avec de tels supporters, c'est quelque chose de vraiment spécial et un immense privilège. La Première Ligue à elle seule est un championnat à part, alors rejoindre un club comme celui-ci, c'est encore plus exceptionnel. Avec cette ferveur, avec la passion que les supporters témoignent pour le club, c'est vraiment très enthousiasmant d'en faire partie. C'est un immense privilège, mais aussi une grande responsabilité.
J'en suis pleinement conscient et je donnerai le meilleur de moi-même. Voilà les mots de Mathias Gessel. On va continuer juste après pour voir s'il dit autre chose. Le désinvestissement saoudien. Ce revirement stratégique trouve son origine dans un vaste redéploiement des investissements du PIF qui ne fait plus de Newcastle l'une de ses priorités, mais aussi dans l'impossibilité actée de conserver une masse salariale très élevée, puisque le club peine saison après saison à respecter les équilibres financiers imposés par les normes de l'UEFA et la Première Ligue. Avec ces règlements, on ne peut plus faire rapidement grandir un club simplement avec l'argent d'un propriétaire fortuné comme Roman Abramovich avait pu le faire à Chelsea à partir de 2003 ou les Emiratis à Manchester City à partir de 2008. Analyse un ancien dirigeant de Newcastle. Pour favoriser le développement à long terme, le PIF aurait dû chercher à développer des revenus commerciaux additionnels à l'image de ce que le PSG a réalisé dans les années qui ont suivi l'arrivée de QSI en 2011. Mais on n'a jamais vraiment senti que c'était une priorité pour les propriétaires saoudiens. Pour autant, ces derniers peuvent se targuer d'avoir favorisé le redressement sportif du club qui était menacé de relégation au moment du rachat en 2021 et qui depuis s'est qualifié 2 fois pour la Ligue des Champions, remportant même la Coupe de la Ligue en 2025 alors que les Magpies couraient après un trophée depuis 70 ans. Si l'an dernier ce succès était considéré comme un potentiel tremplin vers des titres plus prestigieux, il ressemble aujourd'hui pour le club à un plafond de verre. Ah, à quelqu'un dans les commentaires qui recommande l'article de SoFoot avec des passages plus explicatifs avec les mentions des nouvelles règles de fair play financier. Ah ben on va aller voir ça, tiens. SoFoot, c'est vrai que je vais jamais chercher mes actus sur SoFoot, mais ils sont capables de faire de très très bonnes choses. Euh, la prochaine fois, promis, on regardera aussi sur SoFoot. Newcastle. Al-Ali a tenté de faire Didier Deschamps. Ah, ça doit être ça. Newcastle se casse-t-il la gueule? C'est un article de Arsène Belgoder pour Soria, à Belgoder Soria, pardon, donc pour SoFoot. Débarqué en trombe en 2021, l'Arabie Saoudite connaît d'importants remous à la tête de Newcastle après un début de mercato catastrophique marqué par les départs d'Anthony Gordon, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali et Eddie Howe. La compétitivité du club inquiète, du club anglais inquiète, alors simple coup de mou ou début de la fin. À Paris, le Qatar a mis du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps avant d'accomplir son objectif numéro un, conquérir l'Europe. C'était long, c'était dur, mais ça pouvait servir de modèle à d'autres pétromonarchies au moment de se lancer à la conquête du vieux continent. C'est d'ailleurs ce chemin que souhaiterait suivre l'Arabie Saoudite, arrivée en grande pompe en Angleterre par la voie de son propre fonds public d'investissement du côté de Newcastle en 2021. Les débuts furent d'ailleurs plutôt encourageants avec une progression continue au classement au point de devenir un prétendant au podium, ou du moins des sommets que les fans pensaient encore inatteignables il y a une dizaine d'années alors que le club piquait une tête en D2. Le point d'orgue de participation à la Ligue des Champions et un titre national. Et puis patatras, une saison de Première Ligue 2025-2026 ratée et conclue à une insignifiante 12e place. 12e place se pose alors la question où veut vraiment aller l'Arabie Saoudite et jusqu'où le pays et Yassir Al-Roumayan, pardon. Yassir Al-Roumayan, le président golfeur du club, peuvent vraiment emmener Newcastle. Un projet sportif qui interroge. La Première Ligue est un championnat cruel, où des équilibres qui brillaient en Coupe d'Europe il y a encore quelques années peuvent se retrouver relégués en Championship du jour au lendemain. Leicester en sait quelque chose, West Ham aussi, Newcastle pourrait bien être le prochain sur la liste, du moins si l'on se fie à sa dynamique sportive, couplée à un début de mercato estival qui vire à la débandade. Le club du Tyne and Wear a perdu successivement Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes en attente d'officialisation, donc ça, on en parlait. Soit 3-4 perdus et plus de 250 millions d'euros encaissés. Ça, c'est plutôt pas mal. Certes, mais vite réinvesti dans 4 jeunes de 20 ans, au moins qui ont coûté la bagatelle de 130 millions d'euros. Les Ivoiriens Bazoumana Touré, le milieu venu de Monaco Aladji Bamba, on en parlait, le gardien français Wenjawen ne sont pas des mauvaises pioches, certes, mais un Sean Stover recruté pour 25 millions à l'Ajax est fort de seulement 19 matchs disputés en Eredivisie. Pourra-t-il du haut de ses 18 ans pallier le départ du milieu et capitaine brésilien? Alors j'avoue, Sean Stover, je connais pas, mais Aladji Bamba, je crois que c'est plus de 30 millions. Et Wenjawen, c'est quasiment 20 millions aussi. Bazoumana Touré, c'est à peu près dans les mêmes prix. C'est bon, après, c'est la première ligue, hein, c'est plutôt habitué à surpayer certains joueurs en espérant que tout s'impose, hein, évidemment, mais ça me paraît assez élevé. La saison à venir ne sera pas aussi plaisante à suivre que les précédentes. Cette baisse de la qualité de l'effectif a mené à la démission d'Eddie Howe, pourtant homme de confiance du PIF depuis son arrivée à la tête du club après une défaite 4-1 contre Bristol le 29 juillet dernier en amical.
Et à 3 semaines du début de la saison, un réel coup dur pour les Magpies qui perdent l'entraîneur qui avait su les mener vers l'Europe et surtout vers un titre, celui de la Coupe de la Ligue anglaise. Jamie Smith, Jamie Smith, journaliste pour le média spécialisé dans le suivi de Newcastle United, The Mag, ne cache pas son inquiétude au vu des investissements réalisés lors de ce mercato. Orphelin d'un coach qui est parti du club en total désaccord avec la direction et marqué par transfert de Bruno Guimaraes à Arsenal, les supporters du club ont bien compris que la saison à venir ne sera pas aussi plaisante à suivre que les précédentes. Dit autrement, sur place, on se prépare déjà à voir Newcastle jouer le maintien cette année. Le maintien, bon, après c'est la première ligne, hein, donc tout peut arriver quoi. Le fair play financier et la guerre, deux chantiers pour le PIF. C'est vrai qu'il y a ça aussi, hein. Alors, autant l'Arabie Saoudite n'est pas forcément touchée par la guerre, mais c'est plutôt proche. Donc, on va voir ce qui est dit. L'Arabie Saoudite a beau avoir de l'argent qui coule à flot, l'instauration du Squad Cost Ratio SCR à partir de la saison prochaine a chamboulé tous les plans de la monarchie à Newcastle. Christophe, le petit spécialiste de l'économie du sport, définit ce projet comme l'obligation d'avoir une masse salariale totale de l'effectif, staff compris qui n'excède pas 85% de l'ensemble des revenus du club sur une saison. Selon lui, le SCR obligera les clubs anglais à développer leur succès sur le long terme et à travailler leur image de marque afin de multiplier leurs revenus, leurs sources de revenus. Un club anglais ne peut plus claquer 500 millions lors d'un mercato tout en ayant dans le même temps une capacité de revenus minimale. Dès lors, un club comme Newcastle qui génère beaucoup moins de revenus que des mastodontes comme Chelsea, Arsenal ou Manchester City ne peuvent pas dépenser sans compter, et ce malgré la puissance financière du PIF. Aller chercher d'autres revenus, c'est pas sur la vente de maillots qu'ils vont le faire, hein, le maillot Newcastle cette année, il est plutôt horrible, hein. Voilà, petit aparté, mais pour moi c'est important de le dire quand même. Donc voilà. À travers ce nouveau mécanisme, la Première Ligue tente ainsi de limiter la puissance d'investisseurs qui voudraient tout rafler, tout dès leur arrivée. Pour Christophe Le Petit, le football anglais veut que le succès sportif se construise plus solidement, monter progressivement en puissance sur le plan de l'image de marque, des revenus, les jours de match, etc. On comprend également que la non-qualification de Newcastle en Coupe d'Europe va forcément créer des trous dans les caisses, lesquels ne pourront pas bénéficier des juteuses primes de l'UEFA cette saison. Le plan Vision 2030 s'est recentré sur l'organisation de la Coupe du Monde de 2034, mais l'Arabie Saoudite ne peut plus se permettre d'avoir une politique d'investissement massive dans le foot et dans tous les domaines sportifs. La réalité économique intervient également dans un contexte géopolitique complexe pour l'Arabie Saoudite, directement menacée par les différents conflits qui ravagent actuellement le Moyen-Orient et les pays du Golfe. Le prince héritier Mohamed Ben Salman a ainsi resserré les vis du soft power saoudien à travers le sport. Les investissements en Saudi Pro League sont en chute libre depuis le début de ce mercato et l'Arabie Saoudite a récemment annulé la venue sur son territoire des championnats du monde d'e-sport délocalisés à Paris et des futurs Jeux d'hiver d'Asie en 2030. Christophe Le Petit explique cette tendance par un pays qui est obligé de multiplier les investissements dans ses infrastructures de défense et de guerre. Le plan Vision 2030 s'est recentré sur l'organisation de la Coupe du Monde 2034, mais l'Arabie Saoudite ne peut plus se permettre d'avoir en plus une politique d'investissement massive dans le foot et dans tous les domaines sportifs. On le voit, hein, alors ça ne concerne pas du tout Newcastle, mais plutôt l'Arabie Saoudite, hein, qui crée carrément des villes, hein, avec le projet que l'on connaît du club de Neom et de la ville de Neom, hein. La ville n'existe pas, mais ils ont déjà leur club de foot et voilà, ils veulent construire cette fameuse, je sais plus c'est quoi, train line, où en fait c'est une ville tout en ligne comme ça, et avec un train qui rejoindrait les différentes villes d'Arabie Saoudite. Donc voilà, en fait, vu qu'en plus c'est le fonds souverain, euh, alors évidemment, ils ont un peu l'argent illimité avec évidemment tous leurs revenus pétroliers, tout ça. Et pétrole et gaz, hein, alors attention, je m'y connais mal, mais voilà, je sais qu'ils ont un peu de l'argent illimité. Mais voilà, à force de construire, s'ils veulent construire quasiment un pays, enfin des villes dans un pays, ils veulent organiser cette Coupe du Monde 2034. Alors il y a des stades à construire aussi, il y a toute une organisation à mettre en place. C'est vrai que potentiellement, les investissements sur les autres clubs, sachant que alors là, je ne sais pas si c'est le PIF exactement qui possède Manchester City, mais il y a aussi Manchester City dont il faut s'occuper. Ils doivent avoir d'autres investissements aussi dans d'autres sports ou dans d'autres clubs de foot. Donc voilà, et après, avec toutes ces règles de fair play financier, bah, il y a pas mal de choses à gérer. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une refonte un peu du projet Newcastle. De quoi imaginer le PIF quitter prochainement Newcastle? On n'en est pas encore là, temporise l'économiste. Cela dit, Reuters rapporte que l'investisseur saoudien avait récemment ouvert pour la première fois des discussions pour revendre quelque part du club. Là aussi, ça serait une première aussi
pour tous ces grands investissements, alors surtout venus d'Arabie Saoudite et du Qatar, qu'un club soit vendu. Alors là, on parle d'investisseurs minoritaires aussi. Bon, ça, c'est un peu le commun pour tous les gros clubs. Mais de là à revendre Newcastle, il me semble pas que je l'ai vu depuis les arrivées de gros fonds comme ça de certains pays. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas, hein. Certes, l'opération s'inscrit dans le contexte de la rénovation de Saint James Park, il y a aussi ça à faire, mais une telle démarche n'est jamais complètement anodine. Le Qatar avait bien fini par revendre des parts du Paris Saint-Germain au bout de quelques années, sauf que Newcastle n'est pas pareil, sa réalité en matière de renommée internationale et de manne financière associée et tout autre. En bref, ça sent le fuel pour le pif. Excellent, ça sent le fuel pour le pif. Ça, c'est bon. Oui, c'est vrai aussi que voilà, ils sont allés investir à Newcastle. Bon, Newcastle en Angleterre, c'est pas. Alors, j'y suis jamais allé, donc. Mais voilà, ça vend pas du rêve non plus. Alors que quand tu investis à Paris, bon, tu as quand même la ville de Paris quand même en fond de commerce. Ouais, c'est vrai que c'était plus intéressant que l'article de l'équipe. Donc, on retournera hein, sur SoFoot. C'est vrai que je regarde jamais SoFoot, mais il faudrait que je m'y intéresse un peu plus, hein. Il y a toujours de très bons articles, hein. Donc, comment je peux. Voilà, je crois que c'est comme ça. Voilà. Voilà, SoFoot, c'est dans les favoris, hein, donc on essaiera de trouver d'autres articles. Je voulais quand même rester sur Newcastle avec Mathias Gessel, hein, qui remplace officiellement Eddie Howe comme entraîneur de Newcastle. Je voulais aller sur la présentation un peu du coach et ses premiers mots. Alors, Newcastle a nommé Mathias Gessel comme nouvel entraîneur du club après le départ de Eddie Howe. Ancien entraîneur du RB Salzbourg et d'Al-Ahly, donc il vient du Giron Salzbourg, hein, c'est un très jeune coach, hein. On les a déjà vus précédemment avec l'exemple de Julian Nagelsmann. Donc il avait quitté Salzbourg pour Al-Ahly. Il a seulement 38 ans et il a déclaré sur le site du club: c'est un honneur incroyable de devenir l'entraîneur de Newcastle United. C'est l'un des plus grands clubs du football européen avec une histoire, une identité et des supporters uniques. Je suis impatient de vivre cette passion et cette connexion de près. Quand Newcastle United frappe à votre porte, il est impossible d'ignorer cet appel. L'ambition du club, sa vision d'avenir et l'opportunité qui se présente font de ce club un endroit extrêmement attractif. J'ai suivi de près le parcours du club ces dernières années. Les progrès accomplis sont étaient évidents pour tous. Je suis extrêmement enthousiaste pour l'avenir, j'ai une confiance totale et sans réserve dans ce projet, dans l'ambition et dans la direction que prend le club. Il y a une vision claire, un leadership fort et une base exceptionnelle sur laquelle s'appuyer. J'ai hâte de commencer, je vais saisir cette opportunité à bras le corps. Je m'engage pleinement et je mettrai toute mon énergie pour apporter encore plus de succès à Newcastle United. Voilà, et après du coup, quel est réellement son parcours? Ascension Express, jeu intense et multiples trophées. Qui est Mathias Gessel, le trentenaire nommé sur le banc de Newcastle? Alors, est-ce que la vidéo vaut le coup déjà? Donc, Eddie a quitté le club. À plus de 3 semaines du début de la saison de Première Ligue, Magpies a appris la volonté d'Eddie de quitter son poste. Donc, c'est lui qui a démissionné, hein. Comme l'avait rapporté The Athletic, le technicien britannique qui avait décidé de rester sur le banc en fin de saison dernière souhaiterait se mettre en retrait du football. Il avait rejoint Newcastle en 2021 après de longues années passées à Bournemouth, entrecoupées par un court passage à Burnley. Il a dirigé 231 matchs avec les Magpies et a remporté la League Cup en 2025, premier trophée du club depuis 70 ans. Pour le remplacer, Newcastle donc a signé Mathias Gessel. Il a remporté la Ligue des Champions d'Asie 2025-2026 avec Al-Ahly. Les deux clubs sont majoritairement détenus par le fonds d'investissement saoudien PIF. D'accord. Alors que Newcastle cherche un successeur à Eddie Howe, le nom de Mathias, avec insistance, exilé en Arabie Saoudite depuis 2023, l'entraîneur allemand de 38 ans possède pourtant un parcours et une identité de jeu qui en font l'un des techniciens les plus prometteurs de sa génération. Alors, c'est un article de Mathias Archambault pour l'équipe. Alors, 3 ans après sa disparition des radars du football européen, Mathias Gessel fait son retour sur l'un des bancs les plus en vue d'Angleterre à Newcastle. Même si les départs de Sandro Tonali et Anthony Gordon ainsi que celui à venir de Bruno Guimaraes traduisent un déclassement, il s'agit tout de même d'une belle promotion pour le coach allemand. Ils avaient, alors, avec le départ de Edio, ils n'avaient pas ciblé d'autres entraîneurs, hormis Mathias Gessel. Ok. Sa nomination doit sans doute beaucoup aux propriétaires. Le club saoudien comme Newcastle appartient majoritairement au fonds d'investissement public saoudien. Un entraîneur jeune et talentueux et dans le giron de la maison mère, il n'en fallait pas plus pour conclure l'affaire. L'Allemand ne serait que le 4e technicien de l'histoire de Newcastle à ne pas être britannique ou irlandais. C'est pour la stat. Repéré et lancé par Ralph Rangnick à Leipzig où il encadre d'abord les jeunes, Gessel passe 2 ans comme adjoint à Brøndby au Danemark
avant de rejoindre l'académie Salzbourg en Autriche en 2019. La progression de l'ancien espoir allemand qui compte une sélection avec les U21 à son actif est fulgurante. Entraîneur des U18, il est d'abord nommé sur le banc de la réserve, puis passe de la réserve à l'équipe première seulement 6 mois plus tard à 33 ans. Une copie de Nagelsmann. Il y décroche 2 titres autrichiens consécutifs, une coupe nationale et hisse le club en huitième de finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, arrachant un nul à l'aller contre le Bayern avant qu'une défaite au retour ne mette fin au parcours. Sa philosophie de jeu est bien identifiable à l'image des entraîneurs de la maison Red Bull. Gessel revendique un football agressif et vertical porté par un pressing intense dès la perte du ballon, mais sans renoncer à l'équilibre collectif. L'ancien défenseur laisse une grande liberté à son numéro 10, sollicite abondamment ses latéraux et cherche à étouffer le milieu grâce à une supériorité numérique. Je veux mettre l'adversaire sous pression le plus vite possible et lorsque nous récupérons le ballon, aller vers son but le plus rapidement possible. Alors ça, c'était un but de Salzbourg en 2022 contre le Bayern. Ceux qui sont sur le live, évidemment, hein. Pour la rediff, vous ne le verrez pas. Après, n'hésitez pas à aller le voir. Hop là, ça a bugué, parfait. Alors, pour ceux qui veulent le voir, hein, je le retweet sur le compte X. Comme ça, vous l'avez. Hop, à trick et faire, n'hésitez pas à follow, je le répète. On revient, s'il vous plaît. Donc, longue transversale vers la droite. Ça repique dans l'axe. Putain de but. C'est rapide, hein. Bon, il a un peu de chance sur le joueur qui la touche, là, juste avant que Adamou marque, mais bon, ça fait partie du foot. Surtout la transition offensive, hein, qui a été la longue transversale avec le départ de l'ailier, qui a été très très bonne. Autant de points communs qui lui valent d'être sans cesse comparé à Julian Nagelsmann, une étiquette dont il s'est toujours défendu. Je ne suis pas un Nagelsmann 2.0, je suis Mathias Gessel. Euh, Tranchait-il auprès de The Athletic. Il faut dire que comme l'ex-sélectionneur de l'Allemagne, Gessel a dû raccrocher les crampons à 26 ans, rattrapé par une accumulation de blessures. Alors qu'il commençait à attirer les regards en Europe quelques mois avant son départ en 2023, l'AS Monaco s'était notamment penché sur son profil. C'est finalement l'Arabie Saoudite qui l'a emporté sur le banc d'Al-Ahly. Il n'a rien renié de son identité. Appliqué à une équipe portée par des égaux qu'il a appris à dompter, de Riyad Mahrez à Franck Kessié. Et le bilan force le respect, 90 victoires en 3 saisons, 307 buts inscrits en 138 rencontres. 2 Ligue des Champions d'Asie et une Super Coupe nationale, de quoi convaincre Newcastle qu'il tient avec Gessel, l'homme capable de relancer un projet qui doit se réinventer. Il y a un mec dans les commentaires à la fin, il a mis: à mon avis, il devrait prendre Habib Beye, il a beaucoup plus d'expérience et c'est mieux gérer les crises. Il a joué à Newcastle, hein. Euh, Donc, plutôt pas mal. Alors voilà, sur le bloc Newcastle, voilà, dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans le chat, dans les commentaires YouTube, si vous regardez la rediffusion, hein. Je vous écoute, il n'y a pas de souci, j'essaie de répondre à tout le monde aussi. On va passer à. Alors là, c'est un article point d'interrogation vraiment, hein. Pourquoi? Est-ce que le journaliste a été payé pour faire ça? Qui... J'ai pas les mots. Vous allez comprendre. Pourquoi Nicolas Jackson pourrait être exactement ce dont Roberto De Zerbi a besoin à Tottenham? C'est un article de Jason Petitgrove pour Flashcore, pardon. Je sais pas, il y a un lobbying parce que après, Newcastle, mettre des millions sur des joueurs assez moyens, c'est un peu le mojo, quoi, le mood de ce club. Sans manquer de respect à Nicolas Jackson, hein, ça n'a jamais été une grande réussite du côté de Chelsea. Au Bayern, la saison dernière, bon, c'était plus un super sub. Avec le Sénégal, voilà, je trouve quand même que c'est un joueur assez mythe. C'est pas forcément un pur un attaquant de pure race, quoi. Je trouve assez imprécis. Évidemment, hein, 100 fois meilleur que moi au football, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas si quand tu souhaites reconstruire ton équipe, ton club et atteindre ben, potentiellement les places européennes. Alors pour les places européennes en Europa League, ça peut être intéressant. Après en Ligue des Champions, est-ce que c'est un attaquant de Ligue des Champions, Nicolas Jackson? Ça, j'ai quand même un vrai doute. Sachant qu'ils ont déjà dans le même profil des Richarlison. Je sais pas, je sais pas. Après, peut-être qu'on va m'expliquer dans cet article.
Ces derniers jours, il semble que Tottenham ait recentré ses priorités du mercato sur le secteur offensif. On ne sait pas encore si Richarlison souhaite quitter le club après que Roberto De Zerbi a indiqué après un match amical de pré-saison que le Brésilien veut parfois partir. Si je dis pas de bêtises, à Tottenham, il y a aussi, comment il s'appelle? Dominique Solanke. Là, déjà, c'est un peu plus intéressant. Alors, comment tu gères tous ces joueurs? Il me semble qu'il est blessé, Solanke aussi. Donc, euh, donc c'est assez bizarre. Richarlison sur le départ de Tottenham. Cette déclaration paraît étrange et laisse entendre que Richarlison est plus proche d'un départ du club du nord de Londres que d'y rester. Cependant, De Zerbi semble satisfait du comportement et de l'attitude du joueur et ne semble pas non plus avoir écarté l'idée qu'il reste. Roberto De Zerbi on Richarlison possible exit. Donc Roberto De Zerbi sur le possible départ de Richarlison. J'aime Richarlison en tant que player, en tant qu'homme. Il a une attitude incroyable, et, enfin une très bonne attitude. Mais à la fin, on doit respecter ce qu'il veut faire. On l'aime, on va voir ce qu'il souhaite faire. J'ai l'impression en tant que joueur, en tant qu'homme, il est incroyable en termes d'attitude et de comportement, mais au final, nous devons respecter ce qu'il souhaite faire. Parfois, il dit qu'il veut rester, parfois, il veut partir. Nous devons discuter de toute façon, mais il n'y a pas de problème. C'est un garçon adorable à signaler des armies. Voilà, notre discussion était plutôt correcte. Jackson pourrait être disponible en supposant que le joueur cherche un nouveau défi. De Zerbi devra recruter quelqu'un pour évoluer aux côtés de Dominique Solanke ou pour le remplacer. De nombreux candidats pourraient correspondre au profil recherché, et l'un de ceux qui intéresserait actuellement le club est le joueur de Chelsea. Hop. Pardon les amis, petite fatigue. Le joueur de Chelsea, Nicolas Jackson, qui a été prêté au Bayern Munich la saison dernière. Voilà, l'année dernière au Bayern, c'est 23 matchs, 8 buts, une passe D. Et sur ces deux saisons à Chelsea, c'est 30-35 matchs, 10 buts, 5 passes D, 14 buts, 5 passes D, donc c'était plutôt pas mal. Après, je crois qu'il y avait la... C'était l'année dernière, où il y avait la... Non, il y a 2 ans, pardon, en 2023-2024, où Chelsea était en Conference League, donc c'est peut-être ça aussi qui a légèrement gonflé ses stacks. Il a pas mal de cartons jaunes aussi, hein. Euh, mais voilà, bien que Xabi Alonso n'ait pas encore tranché sur le cas de Jackson, il y a clairement un surplus d'attaquants au club. Les Blues devraient réclamer environ 75 millions d'euros pour l'attaquant sénégalais de 25 ans. 75 millions, qui reste l'un de leurs éléments offensifs les plus susceptibles d'être vendus. De plus, un éventuel manque de temps de jeu s'il reste à Stamford Bridge pourrait bien le pousser à envisager un départ vers un autre club de la capitale. Les Spurs ont besoin d'un buteur efficace. Seuls Sunderland, Fulham, Everton, Crystal Palace, West Ham, Burnley et les Wolves ont inscrit moins de buts que les 48 de Tottenham lors de la dernière saison de Première Ligue. Leur besoin d'un avant-centre efficace devant le but est donc évident. Jackson a marqué au moins 10 buts en championnat lors de ses 2 saisons avec Chelsea et il n'était qu'à 2 unités d'atteindre la barre des 10 en Bundesliga lors de son prêt au Bayern. Alors là, c'est quoi qui nous montre? C'est un but de Richarlison? Ah, mais c'est sa retournée, il a mis une retournée ou un truc comme ça, non? Pas du tout. C'est quoi, c'est un match amical ça? Ah, c'est un match. Franchement, on s'en fout. C'est un match amical, donc c'est aux États-Unis, je crois, contre Chelsea. En gros, il y a un tir sur un poteau et Richarlison qui récupère derrière. Bon. Après, c'est Tottenham qui met ça, mais dans ton article, est-ce que tu en as besoin, quoi? Bref, aucun travailleur qui ne laisse jamais sa confiance s'effriter, même lorsqu'il manque des occasions. Jackson possède déjà l'expérience requise de l'élite anglaise. Dans des équipes capables d'alimenter leur avant-centre, il pourrait bien s'épanouir. Des déplacements et son sens du placement ont toujours été bons, même si sa précision devant le but n'a pas toujours été optimale. Vitesse et statistiques de passe remarquables. 41 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées sur 3 saisons à Chelsea. Et au Bayern, ce n'est pas le bilan le plus impressionnant, mais il a aussi touché les montants à 12 reprises, ce qui aurait pu gonfler ses chiffres. La vitesse de Jackson serait également un atout majeur dans une équipe de De Zerbi qui jouera presque toujours de façon verticale, avec 33 contre-attaques rapides depuis le début de la saison 2023-2024. Cela montre à quel point il pourrait profiter à une équipe de Tottenham portée vers l'avant. D'accord. Fait rare pour un avançant s'il affiche un taux de passe réussi élevé, culminant à 85,71% avec Chelsea lors de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Encore une fois, c'est des stats sur une compétition, la Coupe du Monde des clubs, bon. Est-ce que vraiment on doit utiliser ces stats pour, pour analyser le Nicolas Jackson? C'est une vraie question. Pour ceux qui voudraient lui reprocher son manque d'efficacité sur les centres, seulement 2 réussis sur 21 tentés, il faudrait avoir une vision bien plus large de ce que Jackson apporte à l'équipe. 107 occasions créées dans le jeu et ne sont pas à négliger, tout comme ses 116 remises réussies.
Pourtant, l'attaquant n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur au vu de ses statistiques. Donc ça, c'est un peu les stats sur 90 minutes. 0,72 d'XG. Enfin, 0,72 buts par 90 minutes, pardon. Il tire 4 fois par 90 minutes. Ouais. Defensive action 2,3. Bon, déjà, si c'est un attaquant qui défend, c'est plutôt pas mal. S'il devait signer chez les Spurs, le secteur sur lequel Deserbi pourrait vouloir travailler serait sans doute son XG sur cible. Et celui-ci est passé d'un sommet à 14,53 lors de la première saison avec Chelsea à seulement 0,16 lors des qualifications pour la Ligue Conférence. À condition qu'il devienne un peu plus efficace et vu la façon dont l'Italien mettra son équipe en place pour lui offrir les meilleures conditions, Deserbi à la direction des Spurs pourrait bien être récompensé pour avoir investi à nouveau, tandis que les autres clubs intéressés n'auront fait que tergiverser. D'accord. Bon, voilà, j'avoue que je ne sais pas du tout quoi penser d'une potentielle arrivée de Nicolas Jackson du côté de Tottenham. Bon, après, on va dire que c'est la première ligue, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si ça vous paraît être une bonne recrue, 75 millions quand même, hein. Est-ce que ça vaut le coup aussi? Voilà, dites-moi, ça m'intéresse parce que là, j'avoue que même en ayant lu l'article, je ne suis pas convaincu du tout. On continue sur l'actu mercato. Alors là, ça devrait être, c'est quasiment officiel normalement. Un accord trouvé entre l'Atlético et la Roma pour un transfert de Nahuel Molina. Les Giallorossi avaient présenté une offre de 13 millions plus bonus pour le latéral argentin. Le club a ouvert la porte à un transfert et un accord a été trouvé aujourd'hui avec le joueur. La Roma a trouvé le latéral, a confié à Gianpiero Gasperini comme nouveau renfort sur les ailes. Le nom en haut de la liste était celui de Nahuel Molina qui pourra désormais porter le maillot giallo-rosso après l'accord trouvé avec les Giallorossi. La direction romaine, menée par le directeur sportif Tony D'Amico, est soutenue par la propriété Fredkin, pousse pour compléter un effectif conforme aux exigences du nouvel entraîneur. Parmi les priorités identifiées par le club figure justement l'arrivée d'un latéral défensif jugé fondamental pour le système de jeu de Gasperini. 18 millions d'euros quand même, hein, le package pour Nahuel Molina. Hein, hein, hein. De toute façon, d'après ce que j'ai compris, l'Atlético voulait tout de même s'en séparer. Mardi 4 août, la Roma avait présenté une offre officielle à l'Atlético de Madrid, 13 millions d'euros fixés sur la table, auxquels s'ajoutent environ 5 millions de bonus liés à certains objectifs. Le club espagnol a accepté la proposition et l'accord définitif avec le joueur a été trouvé aujourd'hui. Donc voilà, il était quand même titulaire avec l'Argentine pendant la Coupe du Monde. Il était titulaire, alors après, avec des faits de blessure avec cette équipe de l'Atlético. Pour moi, je trouve que c'est plutôt un bon joueur, c'est plutôt une bonne pioche, je trouve. Après, 18 millions, ça me paraît légèrement cher, mais bon, c'est un peu les tarifs. Molina est donc prêt à quitter les Colchoneros et à revenir en Serie A. Le projet sportif de la Roma l'a convaincu. Ah, il a déjà joué en Serie A. Il a joué où? Ah ouais, putain. Il a joué à la L'Udinese. D'accord. Au final, il est revendu au même prix. Ça va. Voilà. Et après, l'Atlético, hein, au niveau euh, pas des transferts, mais pour compenser, je crois que c'est Poubil hein, qui est revenu de près. Donc Grimaldo Poubil sur les côtés, c'est plutôt pas mal. Hein. Si ça veut bien marcher, allez. Allez, mon petit. Non? Transfermarkt? C'est maintenant? Pas du tout. Pourquoi vous voulez pas? Ok. Le site de Transfermarkt ne marche plus, les amis. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. On va aller sur Flashcore. On va voir. On va essayer Après, les effectifs, souvent, c'est pas très bien fait. Madrid. Vous voyez, au niveau des gardiens, il y a Juan Musso, alors qu'il est censé avoir Yann Oblak. C'est un peu mal foutu.
Pourquoi ça n'a pas marché? C'est chiant. Bon, c'est pas grave. It's not too grave, comme on dit en anglais. En tout cas, voilà, Nahuel Molina quitte l'Atlético Madrid. Un défenseur qui pourrait quitter Chelsea, c'est Alex Disasi, car Crystal Palace a fait une offre de prêt à Chelsea pour Axel Disasi. Alors, encore une fois, ça serait un prêt pour le défenseur français qui pourrait atterrir aux côtés de Pierre Sage à Newcastle. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Le club londonien aimerait faire venir le défenseur central français. Une offre de prêt avec option d'achat facilement atteignable a été envoyée au voisin Chelsea. Est-ce que Chelsea va enfin se débarrasser de Axel Disasi? C'est un article de Loïc Tanzi pour l'équipe. Après un prêt réussi à West Ham lors de la seconde partie de saison, 14 matchs de championnat, Axel Disasi est de retour à Chelsea, où il est sous contrat jusqu'en 2029. Le Français ne restera toutefois pas chez les Blues. Crystal Palace, qui a cédé Maxence Lacroix aux Blues pour près de 60 millions d'euros, a fait partie des clubs les plus intéressés et a même formulé une offre de prêt assortie d'une option d'achat facilement atteignable pour Chelsea. Il n'y a pas encore d'accord, mais les discussions avancent. Des clubs italiens pourraient également passer à l'attaque dans les prochains jours si Crystal Palace ne parvient pas à conclure l'arrivée du vice-champion du monde 2022. C'est vrai que Maxence Lacroix qui quitte les Blues pour 60 millions d'euros, derrière tu prends Axel Disasi. Bon voilà, au change c'est plutôt correct pour Crystal Palace. Mais cet article fait une très bonne transition concernant les joueurs qui sont tout le temps trimballés en prêt, hein, qui signent des contrats de longue durée avec pas mal de gros clubs. Souvent c'est Chelsea, hein, on revient toujours là. La Juventus, Manchester City, qui était expert aussi de signer pas mal de joueurs comme ça, et après de les envoyer en prêt. En Espagne, pas trop. Ouais, mais plutôt souvent en première ligue, hein, les clubs qui ont des effectifs conséquents, qui envoient pas mal de joueurs. Euh, et les exemples de joueurs comme ça, on les connaît pas mal. La durée vie des joueurs prêtés à l'infini. En 10 ans, je n'ai jamais pu choisir ma destinée. Donc c'est une enquête de l'équipe écrite par Tom Bertin. Bloqués dans une spirale de prêts presque sans fin, beaucoup de joueurs ont vu leur carrière et leurs rêves dégringoler. De Chelsea à la Juventus en passant par Manchester City, plongés dans les coulisses de ces prisons dorées. Alors, on les voit souvent en plus, hein, ce genre de choses là sur ce qui est dit dès le début. Typiquement, alors autant Randall Colomoni, ça s'est vite débloqué, mais ça aurait pu être pareil dans la même histoire, hein. Tu t'imposes pas dans un grand club, tu as un contrat, tu as été payé très cher. Au final, le club qui t'a acheté très cher souhaite te revendre au même prix, sauf qu'au même prix, ben, personne n'en veut. Et du coup, ça met en place des discussions. Le joueur, tu ne souhaites pas l'utiliser, mais tu as quand même ben, son salaire, son transfert euh, dans les comptes. Et voilà, typiquement, Randall Colomani qui avait fait un prêt à la Juventus de Turin, qui voulait retourner du côté de la Juve, hein. La Juve a dit non l'année dernière parce que le Paris Saint-Germain voulait plutôt un prêt avec option d'achat obligatoire et la Juventus de Turin ne voulait pas payer ce prix-là pour Randall Colomani. Et donc il a dû partir en exil du côté de, de Tottenham. Alors heureusement que c'était plutôt une bonne opportunité, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs dans cette situation. Ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps pour Randall Colomoni. Après, il est jeune, c'est un bon joueur. Mais voilà, pour des joueurs assez moyens qui signent typiquement. Alors là, maintenant, en plus, entre Chelsea et Strasbourg, des joueurs qui sont achetés, reprêtés dans les clubs satellites. On peut prendre l'exemple de Mamadou Sarr, si je dis pas de bêtises, hein. Mamadou Sarr acheté par Chelsea, prêté un an à Strasbourg, au final rappelé de son prêt. Là, on ne sait même pas s'il va jouer. Il risque sûrement de repartir en prêt. Il y en a plein comme ça, hein. À l'époque, à Chelsea, je me souviens, un Marco Van Ginkel qui était prêté un peu partout et qui finalement s'est jamais imposé. Je ne sais même pas où il a fini sa carrière. Euh, je sais de trouver d'autres noms. En plus, des exemples, il y en a en foison. J'avoue que je les sors pas comme ça, mais et voilà, typiquement, Axel Disasi aussi, hein, c'est son troisième prêt, je crois, hein, depuis qu'il a signé du côté de Chelsea. Alors, fin juillet, l'ex-Marseillais Issa Kaboré a soufflé son sixième anniversaire en tant que joueur de Manchester City. Au palmarès, pas de Ligue des Champions ni de Première Ligue, pas même une passe décisive pour Erling Haaland. Car depuis 2020, le Burkinabé n'a jamais porté la tunique des Sky Blues ni vécu à Manchester. Alors, où est passé le latéral droit? À Malines en Belgique, à 3, l'OM, Luton en Angleterre, Benfica au Portugal, Brême en Allemagne, puis Wrexham au Pays de Galles. Voilà, typiquement.
typiquement le genre de parcours. Baladé de près en près, Caboret n'a pas encore trouvé la sortie de ce labyrinthe. À un an de la fin de son contrat devenu plus rare, de telles trajectoires ont été légion chez les grands clubs, notamment en Angleterre dans les années 2010. Pas assez bon pour intégrer l'équipe première, mais trop pour être libéré ou bradé. Un tas de profils comme Caboret se sont retrouvés bloqués dans le système. Trop longtemps, Samuel Longo, ancien grand espoir italien, a lui dû attendre ses 28 ans pour disputer sa première saison avec un club auquel il appartient. Arrivé en 2009 à l'Inter Milan, l'attaquant est parti 11 ans plus tard. Après 13 prêts. Oh, l'enfer. Mais l'enfer. 14 ans de carrière, un record juste derrière les 15 du Jamaïcain Michael Hector. Alors, j'avoue que c'est deux joueurs que je ne connais pas du tout. Peut-être Samuel Longo, si je vois sa tête, ça me dit quelque chose, mais 13 prêts et seulement deux petits matchs avec les Nerazzurri. C'est cataclysmique. Un risque sportif et psychologique. Les premières années, l'Inter croyait en moi, mais le foot est un énorme business. Si tu n'es pas assez performant, on ne cherche plus à te faire progresser, mais à te rentabiliser. Après quelques prix, je n'étais plus qu'un numéro. Évoluant aujourd'hui dans les divisions inférieures espagnoles à 34 ans, l'ancien international Espoir. 19 sélections, nourri des regrets. Plusieurs fois, à la fin d'un prêt, j'ai voulu rester dans le club qui m'accueillait, mais on ne m'a pas laissé partir en 10 ans. Je n'ai jamais pu choisir ma destinée. Attendez, il ressemble à quoi celui-là? Pas sa tête. Euh... Samuele Longo. Aucune idée de qui est ce mec. Putain, mais c'est les... Ah ouais, mais c'est vraiment... Oh, terrible. Terrible. Ça se voit qu'il a le visage un peu marqué. Alors, je sais pas si c'est juste l'acné ou autre chose, mais... En plus de faire stagner professionnellement ces joueurs, ces situations peuvent bousculer leur stabilité familiale et fragiliser psychologiquement. Et oui, à chaque fois que tu es prêté, tu dois déménager dans un club. Alors, le mec, il a fait... C'était quoi? Ah non, c'était Issa Kabore. Issa Kabore, il a fait Belgique, France. De France, entre la France, tu fais 3 à Marseille, c'est pas à côté non plus. Luton en Angleterre, Benfica, après tu repars en Allemagne, après tu vas à Wrexham. Enfin, t'es tout le temps. Tu t'installes jamais, quoi. Elle amène à des choses, isolement et crise d'identité, analyse Paul McCarthy, psychologue du sport. Ils peuvent avoir l'impression d'être rejetés par le club d'origine. Ils se retrouvent dans une nouvelle destination temporaire sans vrai point d'ancrage. Le sentiment d'appartenance est fondamental pour notre bien-être et notre perception de qui nous sommes. Quand ce sentiment est perturbé, on doute de soi, de son potentiel. Quand la tête va mal, les pieds suivent et le prêté ne performe pas. Lucas Piazzon arrivé à Chelsea. Piazzon. Ah, ça c'est vrai, ça. Piazzon aussi, il a fait ça. Arrivé à Chelsea à 18 ans contre 7,5 millions d'euros en 2012, a été prêté 7 fois en 9 ans et demi à Londres, de quoi devenir le symbole de ces éternels prêtés. Quand on passe d'un pays à un autre chaque année, ça devient difficile de performer et compliqué à vivre, affirme le Brésilien parti libre en 2021. Même histoire pour le portier Matej Delac. Alors je ne connais pas, à 18 ans, lorsqu'il signe à Chelsea en tant que titulaire en D1 croate et international, il n'aurait jamais osé rêver y rester 8 ans. Il l'a fait, mais sans disputer le moindre match. Au compteur 10 prêts dans 8 pays différents, dont la France à Arles-Avignon. Les gens ne se rendent pas compte qu'à chaque fois, il faut déménager ses affaires, changer ses habitudes, s'éloigner des personnes côtoyées. Avec le recul, je pense avoir très bien géré, ça m'a apporté des amitiés, l'apprentissage de langue, de nouveaux endroits à découvrir. Ah ouais, après, si t'aimes ça et que tu gères ça super bien, ça peut être génial, hein. Mais pour ceux qui ont des familles, il faut déménager les enfants. Alors potentiellement, aussi, la famille déménage pas et reste dans une ville, donc tu vois pas forcément ta famille. Enfin, c'est un délire, hein, même si tu es super bien payé parce que t'as salaire que te propose Chelsea, donc c'est plutôt intéressant à 18 ans en plus. Mais c'est vrai que ça doit pas être facile. Mais pas la stabilité trouvée. Il y a 8 ans à Horsens, Danemark, où il est le capitaine, au grand plaisir de sa femme et ses deux enfants qui n'ont pas changé d'école tous les 6 mois. Exactement. Chelsea précurseur puis copié. À l'image de Delac et Piazzon, une bonne partie de ces drôles de trajectoires mène au blues. Surtout entre 2012 et 2020, dans le cadre de son Loan Programme, surnommé Loan Army par la presse britannique. C'est pour ça qu'on parlait de l'effectif de Chelsea, hein, 50, plus de 50 joueurs sous contrat, tout ça là. C'est exactement ce qui est dit là-dedans, hein. Nous avons beaucoup de jeunes talentueux, mais pas prêts à intégrer l'équipe première. Il fallait trouver une solution afin de poursuivre leur développement, justifie Eddie Newton, responsable des prêts du club londonien durant ces 8 saisons. Et pour les aider, un club partenaire en accueillait une partie, le Vitesse Arnhem, qui en a reçu 29 au total.
Au centre d'entraînement des Blues, une dizaine d'employés étaient dédiés à ce programme, avec la visite d'un psychologue du sport pour discuter avec les joueurs et de leurs prêts successifs. Note Eddie Newton. Malgré les critiques, les quelques interrogés confirment ne jamais s'être sentis abandonnés. Depuis Londres, le suivi était précis. Notre organisation était novatrice. On recrutait ces jeunes parce qu'on avait la conviction qu'en bossant bien, soit ils intégreraient l'équipe première, soit on arriverait à faire du trading. Détail Christophe Lolichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea et membre de la cellule des prêts. Nombre d'entre eux comme Romelu Lukaku, Mohamed Salah ou Mason Mount, je crois qu'il y a même Kevin De Bruyne, enfin qui appartenait à Chelsea, qui a été prêté au final, qui est parti. Mais oui, c'est vrai que Mohamed Salah, il a fait pas mal de choses aussi. Du côté de Chelsea, il n'a jamais vraiment joué. Ont connu le succès escompté à Londres ou ailleurs, mais comme dans tout système, il y a les brebis égarées. Lewis Baker, 9 prêts, Jamal Bachmann, 9 prêts, Kenneth Omeruo, Isaiah Brown, 7 prêts, Gaël Kakuta aussi, qui appartenait à Chelsea, qui a un peu allé dans tous les sens, 6 prêts. Tout le monde ne peut pas atteindre le sommet, constate Eddie Newton. Nous pouvons seulement leur donner les meilleures chances de réussir. Enchaîner 8 prêts, ce n'est pas grave, mais le joueur doit se demander pourquoi aucun club ne m'achète-t-il, pourquoi y a-t-il un nouveau prêt. Le piège de la prolongation, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, hein, des fois c'est des transferts assez onéreux, et en fait, quand tu es prêté dans un club, le club, c'est peut-être un club de plus petit standing, et il n'a pas les moyens pour racheter le contrat quasiment au même prix, ou même à quelques millions près, ben, c'est non, quoi. On voit typiquement Randal Colomwani, hein, 95 millions achetés par Paris Saint-Germain. Au final, il est parti pour la Juve pour 38. Si un club, je sais pas, Paris n'avait dit, bah non, nous c'est au prix ou 60 voire 70 millions, bah, Randal Colomwani sera encore prêté dans un autre club, hein. À la question à qui la faute, les intéressés sont lucides, un peu au club, un peu à eux-mêmes. J'aurais aussi pu faire mieux, assume Lucas Piazzon. Au milieu de son interminable aventure interiste, Samuele Longo avait, comme beaucoup, fait le choix de prolonger. L'Inter voulait juste récupérer son argent. Si j'avais été plus malin ou que j'avais eu plus d'expérience, je n'aurais pas prolongé. J'ai fait confiance à mon agent. Moi, l'argent, ce n'était pas ma priorité. Je rêvais de première ligue de devenir un grand joueur. Mon agent ne pensait pas la même chose, raconte celui qui peut après se séparer de son représentant. Moi aussi, l'argent qui est proposé, ben, ça attire des vipères, hein. Ça peut être là, pour le coup de Longo, c'est l'agent, ça peut être la famille. Il y a tellement de paramètres qui sont en place. Si ces footballeurs et leurs agents décident de prolonger, c'est aussi car ils n'auraient pas retrouvé ailleurs le salaire de leur prison dorée. À ces joueurs-là, on leur dit d'être suffisamment adultes et responsables pour prendre conscience de leur carrière et garder le contrôle. Maeta Molongo, directeur général du PFA, syndicat des footballeurs anglais. Il y a aussi le truc de le club ne veut pas t'utiliser, toi tu ne veux pas quitter donc ta prison dorée, et au final il y en a qui font le choix aussi de même pas partir en prêt dans des plus petits clubs, mais de rester, de ne pas jouer du tout, hein, les fameux lofts, hein, qu'on connaît. Il y a plein de cas comme ça, hein. À Chelsea comme ailleurs, si le joueur n'atteint pas le niveau attendu, il n'en reste pas moins un investissement à rentabiliser. C'est justement pour ça que ces histoires de désamour durent aussi longtemps. Envoyer des joueurs en prêt, ça coûte cher, rappelle l'ancien boss du département chez les Blues. Il y avait le coût financier du fonctionnement de notre service, le prix du transfert pour le faire venir, le salaire. Chelsea cherchait à récupérer une partie de son investissement et ne laisser partir le joueur que si l'offre était à la hauteur. À plusieurs reprises, Lucas Piazzon a tenté de partir, notamment à Reading et à Fulham. Trop basse pour Chelsea, les offres ont été refusées. J'étais bloqué pour que je puisse repartir en prêt, je devais prolonger dans l'optique d'une revente. Il me gardait sous la main sans raison valable, juste dans l'espoir de récupérer de l'argent dont tu n'avais pas vraiment besoin. Le club aurait très bien pu me laisser partir. Au lieu de ça, il me prolongeait d'un an, puis encore d'un an. C'est mon histoire. Et elle est difficile, retrace le Brésilien de 32 ans, aujourd'hui au Vexista Cracovie en Pologne. 2022, les quotas de la FIFA. Malgré quelques ratés, Eddie Newton se veut fier. Notre directeur sportif, Michael Emenalo, recevait des coups de fil de plusieurs clubs nous disant: vous faites un travail fantastique, nous allons vous copier. En 2015, 3 ans après les Blues, la Juve a pensé son programme de prêt avec jusqu'à 50 joueurs envoyés à droite à gauche. Nous avons lancé une collaboration avec des clubs italiens et étrangers pour aider nos jeunes, explique Claudio Chiellini, responsable des prêts du club entre 2014 et 2021. Là encore, quelques méconnus y ont stagné: Nicolas Leali, Christian Pascato, Luca Marone. Nous avons compris qu'ils n'auraient pas le niveau pour nous, mais que nous pourrions les vendre après une série de prêts, mais quand ça ne décolle pas, après 5, 6, 7 fois, le joueur en a marre, il finit souvent par partir gratuitement, constate le frère jumeau de Giorgio Chiellini.
Typiquement, à Nice, hein, pour ceux qui suivent l'OGC Nice, hein, alors là, c'est pas la Juve, mais ça parlait de Manchester City en début d'article. Manchester City, bien expert pour faire ça aussi. Djoumaba. Djoumaba, à mon avis, il ne mettra jamais un pied sur un terrain avec un maillot de Manchester City. Pourtant, il appartient au club, il est déjà à deux prêts. Alors, je crois il appartenait déjà à Lens, à Manchester City quand il a signé à Lens. Là, il a fait une saison du côté de l'OGC Nice. Cette année, à mon avis, il ne jouera pas et il devrait partir en prêt. Le programme de prêt de la Juve s'est achevé en 2022, date à laquelle la FIFA tape du poing sur la table en instaurant une réglementation des prêts pour les plus de 21 ans. Désormais, un club ne peut prêter et accueillir que 6 joueurs une fois cette limite d'âge passée. Le bien-être des jeunes joueurs a été fondamental dans la construction de cette législation. Ils pouvaient se retrouver bloqués dans un cycle de contrat. L'idée était d'empêcher l'accaparement des joueurs par des clubs, explique James Kitching, directeur de la réglementation du foot à la FIFA entre 2020 et 2022. Il ne s'en cache pas, des politiques comme celle de Chelsea, de Man City et de la vieille dame ont motivé la mise en place de ces règles. Un club qui compte 60 ou 70 contrats pro ne peut pas tous les inscrire et est contraint de leur proposer des prêts. Les jeunes se retrouvent sans certitude quant à la stabilité de leur emploi et l'endroit où ils vont jouer, et ça freine leur progression. Du côté de Chelsea, il a fallu repenser le modèle, ça a été difficile, mais on a dû s'adapter, retrace Eddie Newton. Et pas seulement nous, tous ceux qui nous avaient emboîté le pas. Une bonne nouvelle pour les joueurs, pas du tout, assure Claudio Chiellini, passé par Pise et revenu s'occuper des jeunes à la Juve en 2023. La meilleure stratégie est de les prêter jusqu'à 23 ans et non 21. Il faudrait repousser la limite d'âge, j'en ai beaucoup, dont la progression a été stoppée à cause de ça. La multipropriété pour contourner. Alors, afin de dribbler le quota, les dirigeants innovent. Au lieu de prêter de plus en plus, vendent en incluant une clause de rachat qui leur permet de récupérer à moindre coût leur ancien espoir si leur carrière décolle. D'autres font appel à des clubs partenaires avec des montages bien spécifiques, typiquement Chelsea et Strasbourg. En janvier 2025, Lens va envoyer Ismaëlo Gagnou à Annecy, mais son quota de joueurs prêtés à un même club est atteint. Pour le contourner, Lens transfère son joueur à Padoué en série C, également détenu par son propriétaire Joseph Ougrolian, qui prêtera le joueur à Annecy dès le lendemain. À la fin du prêt, Lens le rapatrie. En parallèle, deux des gros prêteurs historiques, Chelsea et City, ont misé sur la multipropriété pour maintenir un système similaire aux Loan Armies. Des jeunes promesses sont achetées via leur groupe, signent dans les clubs satellites pour y être développés, puis le mastodonte anglais récupère les plus performants. André Santos, Emmanuel Emega, Valentin Barco à Chelsea, Savigno pour City. Ces systèmes engloutissent eux aussi quelques joueurs comme l'international ivoirien David Datro Fofana de Chelsea, qui a connu la saison dernière à Strasbourg son cinquième prêt de rang. Voilà, lui typiquement, joueur qui va être dans cette histoire. Parce que David Datro Fofana, avant qu'il arrive à Strasbourg, inconnu au bataillon, hein, du côté de Chelsea. Aucune idée qu'il appartenait à Chelsea, ce mec. Et il lui reste 3 ans de contrat à tirer. Ils sont en prison jusqu'à ce qu'il fasse une bonne saison pour qu'il puisse être vendu plus cher, regrette Maeta Molango. Chelsea a pensé que c'était une bonne idée de faire signer des contrats de 6, 7 ou 8 ans. En réalité, le joueur et le club s'enferment dans une relation éternelle qui, souvent, après 1 ou 2 ans, n'a plus aucun sens pour personne. Loin des 82 joueurs sous contrat en 2023, les Blues en cumulent aujourd'hui près de 40, 82 joueurs sous contrat quand même, hein. Mais sur un terrain, il n'y en a toujours que 11. En France, la pratique des prêts en masse est moins courante. Si les cas sont plus rares en France, une loan army a existé en Ligue 1 du côté de Monaco à la fin des années 2010. À sa tête, Michael Emenalo, l'architecte de celle de Chelsea. Comme par hasard, lorsque le directeur sportif nigérian quitte Londres pour le Rocher fin 2017, l'ASM était déjà le club français qui envoyait le plus de joueurs en prêt avec 11 partants. À son départ, 2 ans plus tard, ce nombre avait doublé, mais hormis Gilles Dias, milieu offensif portugais prêté à 7 reprises avant son départ à l'été 2021, date à laquelle la politique de prêt de masse de Monaco a cessé, aucun joueur n'a eu plus de 4 prêts au compteur. Le PSG a lui aussi son cas d'éternel prêté. Le gardien international français Alphonse Areola cédé temporairement à 6 reprises entre 2013 et la vente en 2002 à West Ham. À part ces 2 exceptions, les clubs français se sont toujours arrêtés au maximum à 4. Encore aujourd'hui, les joueurs de Ligue 1 dans cette situation, la saison dernière, à l'instar de Saïd Amoulic Toulouse, baladé entre les Pays-Bas, la Pologne, la Russie et la Grèce, Raré à Nice, ont quitté définitivement la France cet été, respectivement pour le Wisla Plock et Mantoué. Mattia Vici, pareil, Nice vers la Sampdoria. Lui aussi, il avait fait beaucoup de prêts, en a fait de même à 1 an de la fin de son contrat. Reste à savoir ce qu'il adviendra du jeune Serbe Milos Lukovic, qui sort lui aussi de sa 4e aventure prêtée à Preston North End, D2 anglaise par Strasbourg. Nouveau leader français en nombre de joueurs prêtés en moyenne depuis 2024, 12 par an, une politique commencée 1 an après le rachat du club par Blueco, consortium propriétaire de Chelsea. Voilà, donc tout s'explique, hein, les amis.
Oh là là, c'est beau ça. Le commentaire à la fin, moralité, le bonheur n'est pas dans le pré. Pour mes amis fans de télé, vous aurez la ref. Voilà pour cette histoire, je trouvais l'enquête très intéressante. Au final, ça l'a été, hein. Euh, et donc voilà. Et à mon avis, c'est ce genre de pratique. Alors, Chelsea, la Juve est en train d'arrêter petit à petit ce genre de choses. Monaco aussi. Et voilà, ils ont toujours 40 joueurs sous contrat, quoi. Ça reste toujours énorme. Euh, voilà. Voilà, si on parle de prêt, on va parler de transfert évidemment, et après on ira sur d'autres sujets avec Fabrizio Romano, évidemment son compte X hein, qui nous apporte toujours des nouvelles de transfert. On va faire un petit tour rapidement et après on passera à autre chose. Donc, alors, Nestori Irankunda du Sporting. Alors, Nestori Irankunda, donc ça c'est le jeune joueur qui a été découvert lors de cette Coupe du Monde 2026 du côté de l'Australie, qui quitte le Bayern Munich du coup pour 18 millions d'euros. Alors il était chez les jeunes au Bayern Munich, j'en avais aucune idée. D'accord, et qui signe du côté du Sporting Portugal. Alors moi c'est un joueur que j'ai plutôt bien aimé dans cette équipe australienne, donc à voir. Potentiellement on pourra le suivre hein, s'il a du temps de jeu du côté du Sporting du Portugal. Ok, donc Yann Diomandé est officiellement autorisé à quitter Leipzig pour Madrid après la signature de Aslani. Alors Aslani, si je trouve l'info, on va en reparler juste après. Donc Aslani, le remplaçant de Yann Diomandé. Yann Diomandé, pardon. 1-1-1. Alors, la décision est prise pour Rodri. Les deux clubs, le Real Madrid et le Barça, sont prêts à payer le même prix de transfert à City. Rodri avait discuté avec le Real Madrid pendant des semaines en priorité, mais Barcelone s'est aussi positionné. Donc le deal n'est toujours pas fait. À voir où Rodri va retourner en Espagne. En Espagne, pardon. Ok. Martin Akliouche voyage pour Paris avec son agent pour compléter son move de 50 millions d'euros pour l'AS Monaco. Donc 50 millions d'euros, Martin Akliouche du côté du Paris Saint-Germain. Middlesbrough a accepté un deal pour signer Ashley Phillips en tant que nouveau défenseur venant de Tottenham. D'accord, je ne connais pas du tout le joueur. Donc, euh, Mikel Arteta en conférence de presse a dit nous allons essayer de gagner tous les trophées. C'est l'ambition. Tout le travail qui a été fait cet été pour comprendre ce que l'on a besoin pour gagner de nouveau et créer une dynastie pour ce club, c'est le projet. José Mourinho a personnellement a personnellement discuté et poussé le Brésilien Vinicius Junior. Euh, pardon. New contract discussion has been pushing for the Brazilian. Donc, il a poussé le Vini à re-signer du côté du Real Madrid. Le Real est confiant. José a dit que le club veut qu'il reste et qu'il a des plans pour qu'il continue. Voilà. Bon, là, c'est la petite info. Gavi a montré ses cheveux roses après sa victoire en Coupe du Monde. Ok, on s'en fiche. Alors, le nouveau coach de Al Ali est Marino Puzic pour remplacer Mathias Gessel dont on a parlé lors de ce live. On a aussi mentionné Xavi Marcelino, mais au final, ce serait Marino Puzic, le coach de Feyenoord, qui pourrait atterrir du côté de Al Ali. Alors, Bruno Guimaraes a complété sa visite médicale pour signer un contrat de 4 ans avec Arsenal. Arteta et Bruno vont parler aujourd'hui pour la bienvenue au club. Et Johnning pour 75 millions de livres, donc à peu près 80, non moins, millions d'euros.
Christian Notgard quitte Arsenal pour rejoindre Everton pour 7 millions de livres. Donc lui, il s'est pas du tout imposé, hein, ancien joueur de Brentford, il s'est pas du tout imposé du côté d'Arsenal. Et finalement, il quitte le club pour Everton. Voilà, je voulais parler de ce joueur. Donc c'est Fisnik Aslani. Donc c'est le frère, si je dis pas de bêtises, de Aslani, l'attaquant qui était du côté de l'Inter. Et en fait, il devrait signer du côté de Leipzig, hein, si c'est bien lui. Donc voilà, le RB Leipzig a complété la signature avant l'officialisation de la vente de Yann Diomandé. Le deal est bon pour Fisnik Aslani en tant que nouveau buteur pour un package de 30 millions. Euh, donc la visite médicale est organisée. Le plan pour les prochains jours, signer 2 ou 3 joueurs, car il en manque un. Ah, il manque encore la signature d'un joueur pour laisser partir Yann Diomandé. D'accord. Ok, alors juste Fisnik Aslani, si on va sur le profil du joueur. Alors, est-ce que c'est celui qui était à l'Inter ou c'est son frère qui était du côté d'Offenheim que j'avais trouvé très très intéressant? Fisnik Aslani. Ouais, c'est celui qui était à Offenheim, c'est ça. Donc lui, il avait joué en D2 allemande, si je dis pas de bêtises. Putain, Transfermarkt, ils ont pété un câble. Il avait été prêté du côté de Evelsberg, voilà, en Bundesliga 2. Et après, il était revenu du côté de Hoffenheim cette saison, si je dis pas de bêtises. Et c'est un joueur que j'ai trouvé très intéressant. Et donc, pour sa signature du côté de Leipzig, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, c'est pas du tout le même profil que Yann Diomandé, c'est plutôt un attaquant de pointe. Mais à mon avis, c'est un joueur à suivre pour les années à venir. Voilà. Vous me direz, on en reparlera en tout cas dans quelques mois. J'espère, en tout cas, c'est de ne pas me tromper. Ok, Victor Munoz, donc, qui prend la pause avec sa signature, avec ses agents pour signer du côté de Liverpool. Ok. Donc voilà, le Real est confiant pour signer un nouveau contrat avec Vinicius Junior. Parma a trouvé un accord verbal pour signer El Bilal Touré de l'Atalanta. Ok. Nahuel Molina, on en parlait, hein. Takehiro Tomiyasu du côté de Crystal Palace, hein, après avoir quitté l'Ajax. Il devrait signer du côté de la Première Ligue. Alors Tomiyasu, j'ai un doute, je crois que c'est pas le même joueur qui était à Arsenal, ça doit être un. Ou alors, ou c'est un homonyme, je crois que ça s'appelle comme ça, ou c'est lui. Ah, c'était celui qui était à Arsenal? Pas du tout. Si, c'est celui qui était à Arsenal, d'accord. Ok. Bon, Arsenal, il n'a pas beaucoup joué, hein. 9 matchs. Donc oui, c'était bien celui qui était du côté des Gunners. Ok. Mikey Moore va rejoindre Köln. Alors là, je ne sais pas qui est ce joueur. C'est un jeune talentueux, j'ai l'impression, de Tottenham, du coup. Ok. Mikhailo Mudryk qui a rejoué en amical hier contre la Juventus de Turin avec Chelsea. Après, quasiment, c'est quoi, c'est 2 ans? Ouais, 615, ouais, on est allez, 1 an et demi. 1 an et demi sans jouer pour Mikhailo Mudryk qui a refait, euh, qui a rejoué au football avec le maillot de Chelsea. Alors, est-ce que Xabi Alonso l'utilisera cette saison? On a senti qu'il avait perdu quelques réflexes quand même, hein, le bon vieux Mikhailo. À voir s'il peut retrouver un niveau correct et s'imposer dans cette équipe de Chelsea. Monza a signé Jay Robinson, l'ailier de Southampton, d'accord, un joueur de 19 ans. Voilà, vous avez l'info. Et on va aller, je pense, sur ces infos, hein. Donc, on a trouvé l'article. Gianfranco Zola a signé avec la fédération italienne pour rejoindre Roberto Mancini et Claudio Ranieri. Zola devrait coordonner le système pour les jeunes joueurs en Italie. Donc, on va aller sur cet article, hein, parce que là, pour les infos de transfert, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, Gianfranco Zola fait son retour à la fédération italienne. L'ancien Fantasista rejoint la structure de la FIGC en tant que coordinateur des projets des activités de jeunesse. D'accord. Malago relève qu'il s'agit d'une décision partagée avec Ranieri et Marani. Il retrouve l'Azur et rejoint le club italien au poste de coordinateur des projets des activités de jeunesse. L'annonce a été faite par téléphone à Ansa par le président de la fédération de football, Giovanni Malago.
Ranieri et moi avons vraiment voulu ce choix en partageant la décision avec le président de la Lega Pro, Matteo Marani, dont Zola restera le vice-président intérimaire. Le charisme de Zola, sa préparation et son engagement envers les jeunes démontrés ces dernières années en Lega Pro constituent la meilleure base pour construire notre avenir, a-t-il justifié. Voilà pour Gianfranco Zola du côté du retour de la fédération italienne. On va aller aussi sur une autre fédération. Alors là, c'est la fédération sud-coréenne. Alors là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Du côté de la fédération sud-coréenne, perquisition à la fédération sud-coréenne dans une enquête sur la nomination du dernier sélectionneur. Euh, euh, Pardon, désolé, petit problème de webcam. On est de retour. Perquisition à la fédération sud-coréenne dans une enquête sur la nomination du dernier sélectionneur. La police sud-coréenne a annoncé avoir perquisitionné ce jeudi les locaux de la Fédération nationale de football dans le cadre d'une enquête sur les conditions de la nomination du sélectionneur de l'équipe masculine éliminée dès le premier tour du mondial 2026. La police a mené des opérations de perquisition et saisi dans les bureaux de la Fédération sud-coréenne de football KFA, a dit un porte-parole de la police à l'AFP. Les forces de l'ordre cherchent à déterminer si une entrave à l'activité, c'est-à-dire au déroulement régulier du processus de nomination de Hong Myung-bo en 2024 a eu lieu, a ajouté le porte-parole. D'après les médias locaux, les autorités tentent d'établir si des hauts responsables de la fédération sont intervenus de façon indue dans sa désignation, possiblement en violation des règles de l'organisation. Contacté par l'AFP, la fédération n'a pas souhaité s'exprimer. Hong, 57 ans, a mis fin à son deuxième mandat à la tête de la sélection sud-coréenne fin juin à l'issue d'un nouvel échec cuisant en Coupe du Monde en tant que sélectionneur, comme lors du Mondial 2014. Fin juillet, Hong avait été convoqué devant un comité de parlementaires et avait dit assumer l'entière responsabilité de cette élimination. Le président Lee Jae-myung avait reproché cet échec aux personnes incompétentes promues à des postes de direction dans une déclaration faisant allusion au sectarisme qui entacherait le recrutement au plus haut niveau de ce sport. Après une victoire plutôt prometteuse face à la République tchèque, l'équipe des guerriers Taeguk s'était ensuite inclinée face au Mexique et à l'Afrique du Sud, à chaque fois sur le score de 1-0, un bilan de 3 points insuffisant pour se qualifier pour les 16e de finale. Ancien capitaine de la section, Hong Myung-bo est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays. Lors du mondial 2002, disputé à domicile, le défenseur avait obtenu le ballon de bronze, récompensant le troisième meilleur joueur du tournoi. La Corée du Sud avait alors atteint les demi-finales. Voilà pour l'info, à voir ce qui se passera. Est-ce que ça ira plus loin qu'une simple perquisition? On suivra ça pour la fédération sud-coréenne, pardon. Et pour la dernière info de ce live, les amis, pour ceux qui suivent, qui n'ont pas l'IPTV, enfin même ceux qui ont l'IPTV, hein, pour trouver pour regarder la Liga, eh ben, ça ne se passera plus sur Bein, mais plutôt sur DAZN et Disney+. Le championnat espagnol de football change de diffuseur en France et quitte Bein Sport pour DAZN et Disney+. Javier Tebas, le président de la Liga, annonce au monde que la compétition rassemblant l'élite des clubs espagnols va quitter la télévision linéaire dans l'Hexagone et sera codiffusée pour les 3 prochaines saisons par les 2 plateformes numériques. C'est un article de Clément Martel pour Le Monde. Kylian Mbappé, Lamine Yamal et les autres stars du championnat espagnol de football font un saut de chaîne. Tout du moins, ils quittent la télévision linéaire pour d'autres horizons, les plateformes numériques. À compter du samedi 15 août, jour de lancement de la saison 2026-2027, la Liga va changer de diffuseur en France, indique son président Javier Tebas. Jeudi 6 août au monde, après 14 saisons sur beIN Sport. Tous les matchs seront diffusés dans l'Hexagone sur les plateformes DAZN et Disney pour les 3 prochaines saisons à venir. Le moment était venu d'ouvrir un nouveau chapitre, expose Javier Tebas, dressant le constat que les usages évoluent quant à la manière de regarder les matchs Disney+ et DAZN. Nous ont présenté une vision ambitieuse, combinant une large audience et une vraie expertise dans le sport, ajoute le dirigeant. Autre nouveauté, chacune des 2 plateformes diffusera en simultané les 10 rencontres de chaque journée de championnat, plutôt que de se répartir les matchs comme c'est souvent le cas, au détriment des téléspectateurs contraints alors de souscrire à plusieurs abonnements. Ça c'est bien. Une page se tourne donc pour le football espagnol en France. Depuis le lancement de beIN Sport en 2012, la Liga a toujours été l'un des piliers de la chaîne qatari, accompagnant une décennie de rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ou les premiers pas de Kylian Mbappé au Real Madrid. S'il salue son diffuseur historique pour le plus
Pour plus d'une décennie de collaboration et le rôle qu'il a joué dans le développement de la Liga en France, Javier Tebas assume ce changement à l'issue du contrat avec beIN Sport, pour continuer à faire grandir la Liga sur l'un de nos marchés internationaux les plus importants. Toucher davantage de fans. En plus de nouveaux diffuseurs, c'est un bousculement des habitudes des téléspectateurs qui se profile. Pour la première fois, le championnat espagnol disparaît de la télévision linéaire. En France, elle ne sera désormais plus proposée que sur des plateformes numériques. Notre priorité n'est pas de savoir si la diffusion est linéaire ou en streaming, mais que les supporters puissent accéder facilement à la compétition et bénéficier de la meilleure expérience possible, fait valoir Javier Tebas. Aujourd'hui, le streaming est devenu un mode de consommation naturel pour des milliers de personnes. Nous y voyons l'opportunité de toucher davantage de fans, pas un risque d'en perdre. Les fans de foot en France ne seront pas trop dépaysés par cette évolution, la Ligue 1 étant diffusée depuis un an par la plateforme du championnat de France. Ligue 1 Plus, mais l'annonce du déménagement de la Liga vient rebattre les cartes des abonnements à prendre. Casse-tête désormais annuel des férus de ballon rond. Disney Plus et DAZN affirment au monde que le championnat espagnol sera inclus dans leur abonnement, déjà disponible sans supplément. C'était un élément essentiel pour nous, rendre l'une des compétitions les plus prestigieuses du football mondial accessible au plus grand nombre, simplement et à un prix attractif, précise Hélène Edzi, présidente de Walt Disney Company France, qui entend faire de la Liga l'un de ses produits d'appel. Si la plateforme est jusque-là davantage associée aux films, euh, aux séries et aux grandes franchises, le football a toute sa place sur Disney+, insiste la dirigeante. Alors pour rappel, ceux qui n'ont pas Disney+, ou ceux qui ne suivent pas forcément le football féminin, la Ligue des champions féminines est diffusée sur Disney+. Déjà diffuseur du championnat espagnol en Espagne et dans d'autres zones, DAZN enrichit davantage son portefeuille de compétition en France, qui comprend déjà la Liga en souscrivant un abonnement spécifique, ou la Serie A italienne. Étendre notre partenaire avec la Liga à la France était une évolution naturelle, relate Brice Domain, le directeur général de DAZN France. Si ni la Liga ni ses nouveaux partenaires ne dévoilent le montant des contrats signés, ces derniers courent jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. Désormais, pour regarder jouer le Real Madrid, le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid en France, plutôt que d'allumer une chaîne de télévision, il faudra ouvrir une application. Voilà pour la Liga et les droits télé, donc c'est disponible désormais sur Disney+ et DAZN. Et pour nous les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à Maouch qui était présent sur le live. On sera présent. Alors normalement demain on ne sera pas là, malheureusement. Mais en tout cas, une vidéo devrait ressortir cet après-midi ou potentiellement dans le week-end. En tout cas, voilà, je vous tiens au courant, les amis. De toute façon, suivez les réseaux sociaux, tout est disponible dessus. N'hésitez pas à nous follow sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous follow sur la chaîne Twitch, évidemment, ça nous aide à faire avancer le média. Les rediffusions sont disponibles aussi sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, et évidemment tous les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse là. Merci à tous d'avoir été présents et on se retrouve bientôt, les amis. En tout cas, prenez soin de vous, un bon appétit, une bonne fin de journée et un bon week-end si on ne se voit pas entre-temps. Merci à tous les amis et à plus tard. Ciao, ciao.